Dans un monde imaginaire régi par les eaux du destin, les gens commencent à se demander si le destin est vraiment ce qui guide leur vie ou si les choix peuvent conduire à des issues différentes. Certains croient que le destin est immuable, tandis que d'autres pensent que les décisions peuvent tout changer. Un jour, des monstres apparurent dans le monde, plongeant la contrée dans le chaos et poussant les habitants à paniquer et à perdre espoir. Certains s'effondrèrent de peur, tandis que d'autres fuirent pour sauver leur vie, poursuivis par des créatures terrifiantes. Lors d'une de ces fuites, un petit groupe d'humains se retrouva piégé au bord d'une falaise. N'ayant nulle part où aller, ils se cachèrent derrière quelques rochers éparpillés sur la plaine. Une jeune fille priait, désespérée, espérant que le monstre ne la trouverait pas. Mais quand l'une de ses larmes toucha sa poitrine, une créature apparut, attirée par ce faible bruit. Elle implora la pitié, mais le monstre n'éprouva aucune compassion et fit ce que font les monstres. Non loin, un garçon aux yeux verts observait depuis derrière un autre rocher. Il se demanda si cet endroit était vraiment l'étoile fantôme et comprit que l'épreuve pour débutants était plus difficile que prévu. Il pensait n'avoir qu'à survivre 5 minutes pour valider son changement de classe. Mais en voyant que les autres étaient des personnes ordinaires, il douta que quiconque puisse tenir même une minute. Le garçon s'appelait John Kai, et il passait une épreuve pour débutants sur une planète appelée Étoile Fantôme, un énorme corps céleste qui était apparu soudainement près de la Terre il y a 50 ans. Son arrivée n'entraîna aucune catastrophe gravitationnelle. Mais peu après, les animaux et les plantes sur Terre mutèrent en terribles créatures appelées monstres célestes. L'humanité ne pouvait pas les combattre avec sa technologie actuelle et se trouva au bord de l'extinction. Au milieu de la panique, les humains découvrirent des portes de téléportation qui apparaissaient un peu partout sur Terre. Ceux qui les franchissaient étaient transportés vers Phantom Star sous forme numérique. Là, ils découvrirent un monde virtuel hyper réaliste où ils pouvaient choisir des métiers, obtenir de l'équipement et des compétences, et devenir plus puissants, comme des personnages d'un jeu. Au fil du temps, ils apprirent que lorsqu'une personne atteignait un certain niveau sur Phantom Star, son pouvoir pouvait revenir avec elle sur Terre, lui permettant de combattre les monstres célestes dans la réalité. Ces personnes qui entraient dans l'autre monde pour acquérir du pouvoir furent appelées explorées. John Kai en faisait partie. Mais lors de cette brutale épreuve pour débutants, tous ses compagnons furent massacrés par le monstre de l'épreuve, le laissant seul. Acculé au bord de la falaise, il se sentit sans espoir. Il pensa à sa famille. Sa sœur qui avait travaillé dur pour le soutenir et son frère aîné souffrant d'insuffisance rénale, qui avait besoin d'argent pour une opération. John regretta qu'ils puissent mourir ici, les laisser tomber et gaspiller tous leurs efforts. Alors que le monstre s'approchait, John refusa de mourir sans se battre. Au lieu d'attendre la mort, il courut. Bien que blessé, il échappa de justesse au coup mortel de la créature. Sans autre choix, il prit une décision désespérée et sauta de la falaise. Il pensait qu'il avait plus de chances de survivre à la chute que de résister à la prochaine attaque du monstre. À ce moment-là, un son de notification retentit. Un message du système apparut, louant sa décision comme une action rare de joueur et annonçant qu'il avait déclenché une chance sur 1 million de débloquer une profession cachée. Le transfert avait réussi. John Kai avait obtenu une nouvelle profession secrète et honorable. Après une longue chute, John atterrit parmi des branches d'arbres qui amortirent son impact. Il survécut. Quand il se réveilla au bord d'une rivière coulant vers le sud, il fut surpris de constater que toutes ses blessures avaient guéri. Une fenêtre du système s'ouvrit devant lui, montrant une brèche dans l'espace-temps. En sortit une silhouette ressemblant à une jeune fille, représentant l'intelligence du système, qui l'informa que, puisque son changement de métier avait réussi, ses attributs avaient été mis à jour. Il avait en quelque sorte été ramené à la vie avec sa santé entièrement restaurée. Et lorsque John demanda si elle était l'intelligence artificielle qui gérait le système, elle ignora la question et commença à énumérer ses nouveaux talents. Son premier talent était « double », qui doublait toutes les récompenses ou punitions, avec une probabilité de 1% de les multiplier par 10. Comme il activa immédiatement le talent, il en obtint un autre appelé « super critical », qui multipliait les dégâts d'attaque par 200 mais n'avait qu'un taux de réussite de 1%. Quand John consulta sa fenêtre de statut, il vit que ses 4 attributs principaux totalisaient 36 points, soit près du double de ce que la plupart des débutants avaient après un changement de métier. Il réalisa que ce bonus provenait de son talent double, ce qui signifiait qu'il monterait de niveau 2 fois plus vite que les joueurs normaux. Le talent super critical le stupéfia également. Même si la probabilité de réussite était faible, ses dégâts potentiels étaient énormes. En regardant autour de lui, John remarqua une arme coincée dans le lit de la rivière, fréquemment employée par les monstres. Il décida de la récupérer. Au début, il voulait seulement passer le test et gagner un peu d'argent pour l'opération de son frère. Mais maintenant qu'il avait une profession secrète, il entrevit de plus grandes possibilités. Pourtant, ce n'était que la première étape. Pour réussir le test des débutants, chaque joueur devait atteindre la ville de Sheno dans les 7 jours. La région était remplie de monstres, et mourir signifiait d'être renvoyé sur Terre. Un revers que seuls les riches pouvaient se permettre, car retourner dans Phantom Star coûtait cher. À ce moment-là, un rugissement retentit dans la forêt. John se cacha derrière un arbre,
reconnaissant le son. Un énorme serpent attaquait un jeune homme terrifié qui se battait les yeux fermés, lançant des coups maladroits entourés d'une faible énergie. C'était Yuan Zhu, un vieil ami de John. Conscient du danger, John lui cria de ne pas avoir peur et se précipita pour l'aider. Quand Yuan vit John, il paniqua, le pressant de fuir car les serpents étaient trop venimeux et trop rapides pour des débutants. Mais John attaqua avec précision, lançant son arme et tuant instantanément l'un des serpents. Yuan fut choqué par la force de son ami. John avait soigneusement préparé son coup, utilisant Yuan comme diversion pour frapper par derrière. Les serpents restants se tournèrent contre lui, montrant leurs crocs. Yuan l'avertit de leur vitesse supérieure, mais John esquiva facilement, montrant une agilité incroyable après la mise à niveau de son système. Yuan regardait, incrédule, son ami se déplaçait plus vite que ce qui est humainement possible. John comprit que ses attributs améliorés le rendaient aussi fort qu'un joueur de niveau 2, alors que les serpents n'étaient qu'au niveau 1. Il resserra sa prise sur son arme et demanda à Yuan de continuer à distraire les créatures. Après un bref mais intense combat, tous les serpents étaient morts. Yuan étreignit John, soulagé, louant ses compétences, mais John balaya ses compliments, affirmant qu'il avait juste eu de la chance d'avoir terminé son changement de métier et obtenu la profession joueur. Yuan ne comprenait pas vraiment, mais dit fièrement que sa propre profession, artiste martial, n'était pas mal non plus, classé 5e dans le royaume de la gloire divine. Sur Phantom Star, la qualité des métiers dépendait des matériaux achetés avant d'entrer. Les riches pouvaient se permettre des professions de haut niveau comme paladin ou assassin, tandis que les pauvres se retrouvaient souvent avec des rôles faibles comme mendiant ou ivrogne. John taquina Yuan, lui demandant s'il avait emprunté de l'argent à un usurier pour pouvoir s'offrir sa classe, mais Yuan évita la question. Ils décidèrent de vendre plus tard les matériaux provenant des serpents, car les parties de monstres et l'équipement pouvaient être convertis en cartes échangeables. Peu après, ils remarquèrent une jeune fille se promenant dans la forêt. Elle se présenta sous le nom de Sui et demanda à rejoindre leur équipe par mesure de sécurité. John refusa d'abord, expliquant qu'il pouvait à peine se protéger. Mais Sui supplia, disant qu'elle était une guérisseuse capable de soigner les empoisonnements et même d'utiliser le venin pour renforcer leurs armes. Se rappelant son expérience proche de la mort, John réalisa que sa classe pouvait être vitale et accepta qu'elle les rejoigne. Yuan chuchota que John voulait probablement juste impressionner la fille, ce qui fit lever les yeux au ciel à John. Pendant ce temps, sur Terre, dans la ville de Dé du royaume de la gloire divine, des chercheurs surveillaient les portails de l'étoile fantôme. Un scientifique commenta à quel point les appareils portés aux poignets des explorateurs s'étaient perfectionnés, capables de suivre les joueurs en temps réel. Une femme nommée Sulanin, la sœur aînée de Sui, demanda comment se portaient les nouveaux joueurs, en particulier sa sœur. Le scientifique répondit que la plupart des débutants avaient déjà été éliminés, mais que sa sœur avait formé une équipe avec 2 autres personnes. L'anain soupira, inquiète, car les groupes plus nombreux avaient tendance à attirer des monstres plus puissants. Quelques minutes plus tard, les scientifiques détectèrent 2 monstres à visage humain s'approchant de la zone. L'anain devint pâle. Elle savait que de telles créatures pouvaient anéantir tous les débutants, et sa sœur n'avait aucune chance contre elle. La mort sur l'étoile fantôme ne tuait pas les joueurs dans la vie réelle, mais l'expérience semblait douloureusement réelle, laissant souvent de profondes cicatrices psychologiques. L'anain craignait qu'elle doive bientôt envoyer sa sœur en thérapie. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. La scientifique annonça que sa sœur était toujours vivante, et que les 2 monstres avaient été tués. L'anain resta sans voix. Quelques instants plus tôt, dans le monde virtuel, les 2 monstres étaient apparus devant le groupe de John. Tous s'enfuirent, terrifiés, sachant que les créatures étaient bien trop puissantes. John se rendit compte que ses amis étaient plus lents que lui et seraient bientôt rattrapés. Il ordonna à Yuan et Sui de continuer à courir pendant qu'il restait en arrière pour retenir les monstres. Yuan le supplia de ne pas le faire. Mais John insista. Il fallait que quelqu'un gagne du temps pour les autres. Il transperça l'un des monstres en plein thorax, le faisant rugir de douleur. Il crut un instant avoir gagné. Mais la créature le frappa alors violemment, l'envoyant s'écraser contre un rocher. Il était clair que l'endurance du monstre dépassait de loin sa force. Alors que John peinait à se relever, Sui se mit à pleurer et appela Yuan à l'aide, mais celui-ci était figé par la peur. Pendant ce temps, dans le monde réel, la mère de Yuan servait du thé à un visiteur qui avait aidé son fils à rejoindre Phantom Star. Elle admit que Yuan était fort mais timide et qu'il s'enfuirait probablement s'il devait un jour affronter un monstre. Le visiteur acquiesça mais observa que, malgré sa peur, Yuan aidait toujours les autres en danger. De retour au combat, Yuan entendit les pleurs de Sui et se souvint du sacrifice de John. Tremblant de peur, il se jeta enfin à l'assaut des monstres, les poings brillants d'énergie. Il cria que, s'ils étaient frères, ils vivraient et mourraient ensemble. Poussé par un courage nouveau, Yuan asséna un coup puissant directement dans la poitrine du monstre à visage humain. John se demande si Yuan peut vraiment vaincre un ennemi aussi puissant avec un seul coup. Il réalise que même si Yuan ne peut pas encore infliger des dégâts importants,
le contrôle et la pression d'un artiste martial sont vraiment impressionnants et méritent leur rang. Ce n'est pas seulement Yuan qui aide. Sui intervient également pour soigner les blessures de John causées par l'attaque du monstre. John est surpris et demande pourquoi elle est encore là alors qu'elle n'a pas de classe de combat. Sui, embarrassée mais ferme, dit qu'une soigneuse doit soigner les blessés et ne peut pas fuir, même si elle a peur. Elle explique que son père est mort lors d'une précédente vague de monstres parce qu'il n'y avait pas de soigneur pour le soutenir. Il a continué à se battre jusqu'à s'effondrer. Elle ne veut pas répéter cette erreur en abandonnant ses coéquipiers. Après un court instant sous son pouvoir de guérison, John sent son corps se rétablir complètement. Il se relève tout excité et félicite Sui pour son courage. Mais Sui dit que tous les trois ensemble n'infligent toujours pas assez de dégâts pour tuer ne serait-ce qu'un seul monstre à visage humain. John se rappelle alors ce que Sui a dit plus tôt à propos de l'utilisation du venin de serpent pour renforcer les armes. Il lui rappelle cela et traîne jusqu'ici un cadavre de serpent. Il lui demande si elle peut soigner Yuan et enduire son arme de venin en même temps. Sui répond qu'elle n'est pas sûre de pouvoir faire les deux à la fois, mais qu'elle fera de son mieux. John comprend que c'est leur seule chance de gagner. Il sait lui-même qu'il ne peut pas supporter un combat direct contre un monstre à visage humain très longtemps, mais Yuan peut bloquer le monstre grâce à ses compétences d'artiste martial. Les dégâts de Yuan à eux seuls ne suffisent pas à tuer le monstre, mais Sui peut accroître sa puissance. Ainsi, tous les trois forment un groupe de combat complet. Yuan en tant que bouclier, Sui en tant que soigneur et soutien, et John en tant que source de dégâts. Après un certain temps de travail, Sui finit d'extraire le venin des serpents et l'applique sur la pointe de l'arme de John. John avance de nouveau vers le monstre, sachant que sa puissance normale n'est pas très élevée, mais que le venin pourrait renverser le cours du combat. En chemin, il demande à Yuan d'immobiliser et de maîtriser l'un des monstres à visage humain afin qu'il puisse frapper. Yuan comprend immédiatement et continue d'agir en tant que bouclier de l'équipe. John réalise que tant que tous les trois combattent comme une véritable unité, et que chacun remplit son rôle en synchronisation avec les autres, même un soi-disant tueur de débutants comme un monstre à visage humain peut être chassé par de nouveaux joueurs. John bondit alors sur le monstre et attaque avec son arme dont la pointe est imbibée de venin, atteignant un point vital. L'impact explose avec force à travers la forêt, et le son résonne partout. Le système l'informe qu'il a tué un monstre à visage humain de niveau 2. Les autres restent figés, choqués. Leur plan a en fait fonctionné. Une fois le choc passé, le soulagement et la joie se répandent dans le groupe. Le monstre à visage humain restant se met à trembler de peur après avoir vu son compagnon mourir, réalisant que la même chose pourrait lui arriver. John se prépare à combattre de nouveau, se disant intérieurement que le travail d'équipe fonctionne vraiment et que, même s'il reste un autre monstre, ils peuvent l'abattre s'ils restent organisés. La créature a peur mais charge quand même, poussée par un pur instinct animal, tandis que leur formation s'active à nouveau avec une synchronisation quasi parfaite. De retour dans la salle de surveillance sur Terre, la sœur aînée de Sui est en colère et confuse, car les données issues des dispositifs portés au poignet des explorateurs montrent qu'une équipe de débutants vient d'abattre 2 monstres à visage humain, alors qu'un seul de ces monstres pourrait anéantir tout un groupe de nouveaux joueurs. Le scientifique qui regarde le flux dit qu'en se basant sur les relevés de la montre de Sui, elle n'a pas la puissance nécessaire pour tuer de tels monstres, et que les 2 autres membres de son équipe n'affichent pas de dégâts importants puisqu'ils ne sont encore qu'au niveau 1. Cela signifie que le tueur doit être l'explorateur nommé John Kai, qui fait partie du groupe de Sui, mais quand ils essaient de lire sa classe, sa profession n'apparaît pas dans le système. La sœur de Sui, Sulanin, estime que cela ne devrait pas être possible et croit que quelqu'un capable de tuer 2 monstres à visage humain doit avoir une profession extraordinaire, ce qui la pousse à se demander qui est vraiment ce garçon. De retour sur Phantom Star, le système informe l'équipe qu'ils peuvent récupérer les cadavres des monstres. Tous les 3 s'effondrent par terre, complètement épuisés, tandis que Yuan félicite John pour sa présence d'esprit. Sui fait remarquer que maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent vaincre des monstres à visage humain, ils devraient pouvoir terminer le test en toute sécurité. Mais John dit qu'ils n'ont pas besoin de se précipiter vers la destination finale, expliquant qu'il reste amplement de temps pour atteindre la ville de Sheno, l'objectif du test pour débutants, et leur demande de se détendre et de se reposer. Ils sont confus, alors il explique davantage. Il dit qu'à la fin du test, les points de classement sont comptabilisés et que les récompenses vont à ceux qui ont le plus de points. L'équipement fourni par l'armée aux meilleurs joueurs est extrêmement utile et aide les débutants à survivre par la suite. Puisqu'ils peuvent maintenant chasser des monstres et les convertir en points, ils devraient viser le meilleur classement au lieu de se contenter de foncer vers la ligne d'arrivée. Il demande alors à ses coéquipiers s'ils sont prêts à chasser plus de monstres avec lui pour accumuler des points et obtenir de meilleures récompenses à la fin. Ils hésitent au début, mais quelques heures plus tard, Yuan se tient dans la forêt faisant office d'appât. Entouré de serpents, il tremble tellement qu'il en est presque à pleurer et demande s'il sera le premier à mourir. Perché haut dans un arbre, John lui dit d'être courageux, rappelant à Yuan qu'il est un pratiquant d'arts martiaux capable d'encaisser des coups et de se battre. Depuis un autre point d'observation, il leur rappelle qu'ils ont aussi Sui, le guérisseur, qui peut les soutenir en cas de problème. Quand les serpents s'élancent pour attaquer Yuan, John saute de l'arbre.
Il se précipite pour aider avant que Yuan ne soit submergé. Le système rapporte que John a tué 3 serpents terrestres de niveau 1, faisant passer son expérience à 10 points sur les 100 dont il a besoin. John réfléchit rapidement aux règles qu'il a lues plus tôt. Seule la personne qui porte le coup fatal reçoit l'expérience du monstre. Puisqu'il est actuellement le seul à pouvoir tuer des ennemis en toute sécurité, ils ont tous accepté de le laisser accumuler de l'expérience en premier. S'il monte de niveau plus rapidement, il pourra les protéger plus facilement. C'est le plan. Une journée passe, tandis que le groupe continue de combattre sans cesse. Après suffisamment de combats, le système félicite John pour avoir atteint le niveau 2, et comme son talent double ses gains, sa progression est encore plus rapide. Il est ravi qu'après seulement une journée à chasser des serpents terrestres, il ait déjà atteint le niveau 2. Sui le félicite, et Yuan demande comment ses statistiques ont changé après sa montée de niveau. John répond qu'il a reçu 20 points d'attribut et en a maintenant 56 au total, bien qu'il admette que cela ne lui paraisse pas énorme. Sui et Yuan sont stupéfaits, réalisant que ce chiffre est loin d'être normal. Yuan explique que la montée de niveau augmente la force physique, l'agilité et la puissance mentale, mais que les gens normaux ne reçoivent que 10 points d'attribut par niveau. Sui ajoute que 56 points au total correspondent à peu près à un explorateur de niveau 4, alors que John n'est que niveau 2. John explique que cela fait partie de sa classe, qui peut doubler ses récompenses mais aussi doubler toute punition. Bien que ses coéquipiers ne comprennent pas complètement, Sui peut dire que c'est une profession extrêmement puissante, tandis que Yuan se sent soudain découragé parce que, comparé à celle de John, sa propre classe d'art martial semble maintenant moins impressionnante. À ce moment-là, une faille s'ouvre de nouveau devant eux, et le système apparaît sous la forme d'une jeune fille qui explique que lorsqu'un joueur atteint le niveau 2, il débloque normalement une compétence, mais à cause du talent spécial de John, il en recevra 2 à la place. John est ravi, réalisant qu'il aura désormais 2 compétences de sa profession. Le système explique la première capacité, appelée carte volante de la main fantôme, qui confère à tout objet lancé un effet de pénétration d'armure de 20%, ou de 200% si l'objet est une carte, bien que le coût en énergie mentale soit doublé. Puis le système explique la deuxième capacité, appelée œil fantôme, qui augmente de 50% sa portée de vision et sa capacité de suivi, mais double sa consommation d'énergie mentale lorsqu'elle est active, et elle peut également être améliorée. Les deux sont des capacités à longue portée, et John réalise que sa profession est probablement axée sur les attaques à distance, ce qui le rend heureux. Il dit donc à son équipe qu'avec ses nouvelles compétences, il devrait s'en prendre à des monstres plus puissants pour obtenir plus d'expérience. Yuan, pendant ce temps, commence à se sentir un peu jaloux. 2 jours plus tard, dans la salle de surveillance sur Terre, la chercheuse en chef s'entretient avec un instructeur. Elle signale que, même après 2 jours entiers, l'équipe de Sui est toujours vivante. Sulanin remarque que, puisque le groupe a survécu, John doit encore avoir beaucoup de puissance. Soudain, des soldats se précipitent dans la pièce. Un garde annonce que la zone d'épreuve pour débutants est sur le point de devenir plus dangereuse. Les autorités supérieures ont détecté que le pays a envoyé des envahisseurs dans la zone pour débutants de leur nation, la qualifiant d'invasion rare et à grande échelle. Le commandant suprême du district de Central River City, Wei Ying, arrive et ordonne de se préparer immédiatement à cette situation. Inquiète, Sulanin demande si une invasion massive est vraiment en cours. Wei Ying confirme que, même si le rapport s'avérait faux par la suite, ils ne baisseront pas leur garde. L'explication horrifie Lanin, qui sait exactement ce que ces envahisseurs font. Les envahisseurs sont des joueurs entraînés du pays, qui pénètrent dans les zones pour débutants d'autres nations pour traquer et assassiner les nouveaux joueurs. Les règles de l'épreuve pour débutants de Phantom Star stipulent que les joueurs avancés ne sont pas autorisés à entrer et à aider leurs propres novices. Donc normalement l'épreuve est destinée à être équitable et réalisée en solitaire. Mais le pays, possède une profession spéciale qui permet à ses ressortissants d'enfreindre cette règle et de pénétrer dans les zones de novices d'autres pays en tant qu'assaillants. Ces envahisseurs torturent et tuent brutalement les débutants étrangers afin de les traumatiser. Beaucoup ont trop peur pour retourner un jour dans Phantom Star, ce qui réduit le nombre de futurs joueurs puissants dans les pays rivaux. Sulanin frappe du poing sur la table, furieuse. Elle dit que sa petite sœur n'a pas la force mentale nécessaire pour supporter ce genre de cruauté. Wei Ying ordonne de préparer un soutien psychologique pour tous les débutants restants, puisque l'invasion a déjà commencé, et l'ambiance dans la salle devient sombre car beaucoup pensent maintenant qu'il pourrait n'y avoir aucun survivant à cette épreuve. De retour sur Phantom Star, le groupe de John traverse la forêt, calme pour l'instant et à la recherche d'autres monstres pour gagner de l'expérience. Soudain, John perçoit quelque chose qui se cache dans les buissons derrière eux et s'arrête rapidement, levant son arme. Yuan demande ce qu'il fait, parce qu'ils sont déjà passés par cet endroit plus tôt et n'ont rien vu. John répond, le visage sérieux, que la véritable menace vient de plus loin que ce qu'il pensait au départ. John lance sa lance de toute sa force vers la zone où il avait perçu un mouvement. La lance parcourt une longue distance, brise des branches et finit par toucher quelque chose. John annonce qu'il a touché une cible et se précipite en avant, disant aux autres de venir voir. Yuan marmonne que John doit s'imaginer des choses,
mais il le suit quand même, ainsi que suit. Même s'il fait nuit et que la forêt est sombre, il constate que le lancer de John a tué un sanglier sauvage de niveau 2, aux courtes épines. Yuan est choqué, incapable de croire que John ait porté un coup mortel à une telle distance contre une bête de niveau 2. John reste calme et leur dit de ne pas paniquer, expliquant que c'est simplement sa nouvelle capacité en action. Le système demande alors si John veut récupérer les restes du sanglier, en précisant que les épines de l'animal peuvent être transformées en armes. John accepte immédiatement. Il se dit que la main fantôme a déjà augmenté la puissance de ses attaques lancées, tandis que l'œil fantôme lui permet de voir les détails à longue distance, presque comme un ralenti combiné à une lunette. C'est pourquoi il peut maintenant lancer avec une précision mortelle à une si grande distance. John dit à ses coéquipiers qu'il ne lui manque qu'un point d'expérience pour atteindre le niveau 3 et qu'il devrait trouver une cible supplémentaire. Mais avant qu'il ne bouge, des rires moqueurs retentissent depuis la rivière toute proche. Une voix s'élève et commente que l'équipe a beaucoup de chance. Des hommes émergent de l'eau, un groupe d'envahisseurs qui se comportent comme s'ils étaient là pour se divertir plutôt que pour survivre, parlant à la légère de s'amuser avec les corps des nouveaux joueurs. John avance et exige de savoir qui ils sont, tandis que Su prend peur. L'un des étrangers leur dit de ne pas avoir peur et affirme calmement qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes. Le chef sort son arme et dit que tout ce qu'il veut faire, c'est écorcher les débutants, les suspendre pour qu'ils se vident de leur sang, ou peut-être écorcher John en premier et attirer des monstres à visage humain pour dévorer les autres vivants. Un autre envahisseur grimpe hors de l'eau et ajoute que leurs supérieurs n'ont qu'un seul objectif cette fois-ci. John est visiblement secoué, mais le chef continue de sourire d'un air malveillant. Il explique que l'objectif de leur supérieur est de s'assurer que chaque débutant de Glory City échoue à l'épreuve. Sui se rend soudain compte que ces hommes sont les envahisseurs du pays, elles qui s'introduisent dans les zones de débutants de Phantom Star pour tuer les nouveaux joueurs venus d'autres régions. Ces mots terrifient John et Yuan. Sui prévient alors que tous ces assaillants sont de niveau 3 ou supérieur. Elle sent aussi que le plus fort est de niveau 5. John sent sa confiance chuter. Affronter plusieurs ennemis entraînés est déjà problématique, mais puisque l'un d'eux est de niveau 5, John sait que sa force actuelle lui permettrait peut-être d'affronter un explorateur de niveau 4. Un opposant de niveau 5 signifierait en revanche une mort certaine, à moins qu'il n'augmente son niveau. Le chef des envahisseurs ordonne à ses hommes de commencer le massacre. John crie immédiatement à ses coéquipiers de courir avec lui, leur ordonnant de se disperser dans le cadre de son plan pour survivre. Le chef rit de la rapidité avec laquelle les débutants s'enfuient et demande si tous les habitants de Sheno City sont aussi lâches. Il ordonne alors à 2 assassins de poursuivre celui qui court seul, à savoir John, tandis qu'il dit aux 2 autres de rester en arrière et de s'occuper du reste du groupe. Les 2 assassins lancés à la poursuite de John sont tous 2 de niveau 3. Ils se lancent à sa poursuite à travers la forêt et remarquent qu'il court bien, mais ils sont déjà sur le point de le rattraper. Puis, soudain, John disparaît de leur vue. Les assassins sont confus et s'arrêtent. L'un d'eux sourit et dit que si le gamin veut jouer à cache-cache, il lui coupera simplement les pieds quand il le trouvera. À cet instant précis, l'arme de John jaillit des buissons et fonce droit vers l'assassin le plus sûr de lui. Voyant la lame arriver, l'assassin rit et suppose qu'il peut bloquer une attaque d'un débutant. Mais la lance lui transperce la poitrine avec une force énorme et le projette à travers les arbres. Le second assassin reste figé, choqué. Il court vers son partenaire, lui demandant s'il va bien, pour se rendre compte qu'il est déjà mort. John sort de derrière les arbres. Tenant 3 autres armes de jet entre ses doigts, il nargue le survivant et demande si c'est vraiment toute la force dont dispose un envahisseur. Le dernier assassin active son dispositif de poignet, identifie John comme un débutant de Sheno et exige de savoir comment un joueur de niveau 2 a pu tuer son partenaire de niveau 3. Puis il voit les données de John, qui indiquent que John possède 60 points d'attribut alors qu'il n'est que niveau 2. L'assassin est stupéfait. Mais John n'est pas d'humeur à parler. Il lance ses projectiles sans pitié qui frappent le corps de l'assassin restant. L'assaillant tombe à genoux, gémissant de douleur devant le garçon qu'il était censé tuer. John pense que le combat s'est bien passé. Ses statistiques sont déjà équivalentes à celles d'un explorateur de niveau 4, donc vaincre un envahisseur de niveau 3 n'est pas difficile. Il se souvient aussi de son vrai plan. Dire à l'équipe de se disperser n'était pas simplement de la panique, mais une manière d'attirer une petite partie de l'ennemi à l'écart afin de les tuer un par un. Il se rappelle aussi de quelque chose qu'il a appris sur Terre. Lorsqu'un explorateur meurt, on peut prendre son dispositif de poignet et récupérer son expérience. Le système confirme désormais que John a tué 2 explorateurs de niveau 3. Chacun vaut 100 points d'expérience. John accepte immédiatement d'absorber l'expérience des 2. Après avoir pris 100 points de chaque assassin, John atteint enfin le niveau 3, et le système le félicite pour sa montée de niveau. Maintenant qu'il a atteint le niveau 3, les statistiques de l'explorateur augmentent fortement, et il est déjà à mi-chemin vers le prochain niveau, avec un total de 76 points d'attribut, plus que la moyenne d'un joueur de niveau 5, qui est d'environ 60. Il pille les envahisseurs tombés. Il prend la montre d'un ennemi et retire du corps de l'autre son arme. Avec sa nouvelle force, il est prêt à revenir et à sauver ses amis. Pendant que John s'occupait de ses ennemis,
Le reste de l'équipe se débattait. Yuan et Sui étaient poussés à bout. Un des envahisseurs commenta qu'il ne s'attendait pas à rencontrer de véritables classes de haut niveau, comme un artiste martial et un soigneur, dans une petite zone pour débutants comme celle-ci. En voyant de si bonnes professions sur deux nouveaux joueurs qui semblaient inoffensifs, les envahisseurs décident de les torturer à mort. Sui continue de soigner Yuan de toutes ses forces, le suppliant de lui dire si le chef d'équipe reviendra vraiment. Yuan, gravement blessé, essaie de la calmer, affirmant que John reviendra certainement et expliquant que, même si John est du genre à s'enfuir quand des filles le courtisent, il apparaît toujours quand ses amis ou sa famille sont en danger. Aussi mauvais que ça puisse paraître, il reviendra. Les envahisseurs ont fini de s'amuser et annoncent qu'ils vont écorcher vivants les deux débutants. Avant qu'ils ne puissent commencer, John jaillit des arbres comme un véritable héros. Sans hésiter, il décoche plusieurs pointes de sanglier aiguisées. Les attaques sont rapides et mortelles. Plusieurs ennemis sont tués sur le coup. Yuan s'illumine de bonheur, sachant au fond de son cœur que John reviendrait. Le capitaine, survivant des envahisseurs, panique. Il crie dans la forêt vide, exigeant de savoir qui les attaque. Il ne voit même pas la source et se demande si la ville de Sheno n'a pas, d'une manière ou d'une autre, envoyé une profession spéciale dans la zone des débutants. Il se rend compte que la situation est désormais dangereuse pour lui et décide de s'enfuir avant que l'attaquant ne se montre. Sui remarque que le capitaine ennemi essaie de s'échapper comme un lâche. Mais John ne va pas le laisser s'enfuir. Il a vu ce que le capitaine a fait à Yuan et refuse de le pardonner. John prend la lance qu'il a prise au monstre au visage humain et la jette. La lance frappe le capitaine en fuite dans le dos avec une force brutale. L'homme gémit, s'effondre en avant et meurt face contre terre. Une fois tous les envahisseurs éliminés, John accourt et demande à Sui si elle va bien. Elle voit alors qu'il est vraiment revenu. Mais il n'y a pas le temps de se détendre, car Yuan est dans un état très grave, et Sui, paniqué, explique qu'elle ne peut plus le soigner. Ses blessures sont trop graves. Yuan tousse et parle faiblement, disant qu'il savait que John reviendrait, mais que cette fois il ne pourra pas l'accompagner plus loin. Puis il s'effondre au sol. Yuan gît au sol, à peine en vie, et, avec ses dernières forces, les remercie pour tout ce qu'ils ont traversé ensemble, en disant que ce qu'ils ont partagé deviendra un souvenir impérissable. Ses yeux commencent à se fermer tandis qu'il leur dit de continuer sans lui et de faire de leur mieux pour réussir l'épreuve du jugement. Sui éclate en sanglots, se blâmant et croyant qu'en partie, c'est parce qu'elle n'a pas été assez forte pour le protéger que Yuan est en train de mourir. John baisse la tête, appelle Yuan par son nom, puis, sans hésiter, traîne l'un des envahisseurs encore vivants et laisse le corps tomber sur les genoux de Yuan. Il explique calmement qu'il a délibérément laissé 6 envahisseurs en vie, chacun blessé mais pas mort, pour que ses coéquipiers puissent porter le coup de grâce, monter de niveau et récupérer. Sui se rappelle comment fonctionne le système. Quand on tue un explorateur dans Phantom Star, on gagne de l'expérience et son corps revient à un état sain. Tandis que Yuan réalise qu'il vient peut-être de prononcer un discours d'adieu dramatique pour rien et se sent gêné. John, voyant que son frère d'armes faisait exprès d'en faire trop, sourit. Il dit au groupe qu'ils peuvent désormais se venger des envahisseurs, précisant que la survie des ennemis dépend maintenant entièrement de l'équipe et que celle-ci est libre de leur montrer ce qu'est la véritable justice. L'envahisseur capturé comprend ce qui va lui arriver et devient livide de peur. L'équipe déclare que ce qui va se produire s'appelle le karma, le salut approprié à réserver à des visiteurs comme eux. Pendant ce temps, dans le PIL, à l'Institut de recherche de données et au département des opérations furtives, le chaos éclate. Un par un, tous les envahisseurs se réveillent dans le monde réel après être morts dans Phantom Star, se rappelant avoir été anéantis par un novice de Sheno. Le haut gradé du pays, elle exige de savoir ce qui s'est passé. Ils demandent comment leurs envahisseurs d'élite ont pu être détruits et se demandent si le pays ennemi ne dispose pas désormais d'une profession capable de les contrer. Au même moment, dans le royaume de Sheno, un scientifique informe un instructeur que les nouvelles sont mauvaises. Il dit que Sui a pris contact avec les envahisseurs. Quand Sulanin l'apprend, elle panique, sachant que sa sœur cadette n'est pas prête pour ce genre de choses. Le commandant suprême affirme que, hélas, aucun novice n'a jamais réussi à échapper aux envahisseurs et qu'il faut préparer un dispositif de soutien psychologique. Mais le scientifique ajoute rapidement que ce n'est en réalité pas le problème. Il regarde l'écran principal et explique que, selon les données du système, Sui non seulement a survécu mais a aussi monté de niveau. Tout le monde dans la pièce est choqué, incapable de comprendre. Le commandant demande comment un nouveau joueur a pu monter de niveau après avoir été retrouvé par ses tueurs, supposant que peut-être les envahisseurs les ont aidés à chasser des monstres, mais le scientifique rejette cette idée. La seule réponse restante est que le groupe de Sui a tué les envahisseurs. Le commandant est si stupéfait qu'il laisse tomber son verre d'eau et se lève d'un bond. Il exige les données complètes sur l'équipe de Sui. Le chercheur affiche rapidement le statut de chaque coéquipier et confirme que tous ont atteint au moins le niveau 3. Le commandant est ravi, soulignant qu'il serait impossible d'atteindre le niveau 3 si rapidement, à moins qu'il n'ait vaincu les envahisseurs. Sulanin reste incertaine, disant que sa sœur n'est qu'une soigneuse et que Yuan est un artiste martial qui ne peut pas infliger de gros dégâts. Cela ne laisse qu'une seule possibilité.
John Kai a dû tuer tous les envahisseurs lui-même, et pourtant l'armée ne peut toujours pas lire son niveau complet ni sa profession. Le scientifique révèle alors qu'il a découvert pourquoi le système ne peut pas identifier les données de John. John porte une montre d'ancien modèle, et bien que chacun entrant dans Phantom Star ait besoin d'une montre pour suivre son statut, son appareil est un modèle d'ancienne génération qui ne se connecte plus au réseau. L'armée a cessé de prendre en charge ce modèle il y a plus de 10 ans. L'instructeur est furieux que quelqu'un utilise un équipement d'origine aussi dépassé, tandis que le commandant Wei Ying trouve la situation très intéressante. Il ordonne aux chercheurs de rassembler toutes les informations possibles sur John dans la vie réelle. De retour sur l'étoile fantôme, Yuan est stupéfait de la manière dont son corps a été restauré à la normale après sa montée de niveau. Sui est également enthousiaste de sentir sa force physique s'accroître. Yuan dit qu'il a obtenu une compétence de sa classe d'artiste martial qui lui permet de frapper les ennemis proches avec force, tandis que Sui dit qu'elle a acquis une compétence de soigneur appelée cœur du docteur, qui rend sa capacité de guérison bien plus puissante qu'auparavant. John pense que tout se déroule comme il l'avait prévu, notant que les classes de soigneurs ne sont peut-être pas spectaculaires, mais qu'elles sont extrêmement pratiques en combat réel. Yuan demande alors à John s'il est désormais assez fort pour éliminer tous les envahisseurs restants, puisque John devrait maintenant être d'un niveau supérieur au sien. Ils n'en reviennent pas qu'il ait atteint le niveau 4 si rapidement, et quand il voit son total de points d'attribut, désormais 96, il réalise qu'il est aussi fort qu'un explorateur de niveau 8. John explique calmement qu'il est déjà niveau 4, ce qui les laisse tous deux sous le choc. John explique que pendant sa fuite, il a tué les 2 envahisseurs qui le poursuivaient, ce qui l'a fait passer au niveau 3, et après être revenu et s'être battu avec eux, il a de nouveau monté de niveau. Yuan grogne de frustration, disant que c'est injuste que leur leader soit encore plus fort que lui, et Sui demande alors ce qu'il doit faire ensuite. John leur dit qu'il a entendu le capitaine mentionner que les envahisseurs qu'ils ont combattus appartenaient à l'équipe 2, ce qui signifie que l'équipe 1 est toujours dehors, et que leur prochain objectif est de traquer cette équipe. Une demi-journée plus tard, dans une autre partie de la zone des débutants, plusieurs soldats ennemis de l'équipe 1 traversent la forêt en riant et en parlant. Ils se moquent de la nouvelle selon laquelle l'équipe 2 a été anéantie par des débutants, plaisantant que l'équipe 2 devrait se retirer, honteuse. Le capitaine les avertit de ne pas devenir imprudents, disant que lorsque le commandant a évoqué la menace, il avait l'air sérieux. Un des envahisseurs rit et demande pourquoi il devrait s'inquiéter, expliquant que la zone des débutants a un plafond de niveau à 5 et que leur groupe est composé de joueurs de niveau 5. Cachés derrière un arbre tombé non loin, John et son équipe préparent leur embuscade, dénombrant 9 ennemis de niveau 5 devant eux tandis que le groupe devient nerveux. John leur dit de ne pas paniquer, affirmant que même s'il ne peut pas tuer les ennemis instantanément, il peut quand même leur infliger des dégâts. Mais il ajoute que s'ils ne font rien, les envahisseurs iront simplement chasser d'autres débutants, donc attendre n'est pas une option, ils doivent frapper en premier. Le capitaine ennemi aperçoit un mouvement à la lisière de la forêt. Il voit John foncer en brandissant une lance. Les envahisseurs réalisent rapidement qu'il n'est qu'un novice de niveau 4, et l'un d'eux est impressionné qu'un joueur de ce niveau ait survécu si longtemps dans une zone aussi dangereuse. Le capitaine sourit, qualifiant cela de trouvaille chanceuse, et ordonne à ses hommes de tuer John afin de pouvoir le considérer comme un exploit militaire. Les envahisseurs poursuivent John. Cela le place dans une situation encore pire qu'avant, car le groupe est désormais grand et organisé. L'équipe de John s'en tient à son plan, visant à attirer les ennemis en position afin que Yuan puisse utiliser sa nouvelle compétence pour les déséquilibrer tous et permettre au groupe de les éliminer. Le problème, c'est que cette escouade ennemie est trop nombreuse, et si l'un d'eux survit au premier coup et s'enfuit, il pourrait prévenir les autres. Pourtant, le groupe de John élabore une version du plan capable de les éliminer tous d'un seul coup. John fonce en avant, condensant une énergie électrique autour de son corps tandis que son aura devient plus forte et plus dangereuse, sachant qu'il pourrait devoir faire couler du sang rien que pour les pousser à s'engager dans la poursuite. Le mouvement enrage certains envahisseurs et en déconcerte d'autres. Ils ne peuvent pas croire qu'un débutant fonce droit sur eux au lieu de fuir. Quelques secondes avant le contact, l'un des envahisseurs se moque de John et s'avance droit vers lui. Il brandit son arme et entaille le bras de John, lui ordonnant de s'écarter, mais John encaisse le coup sans parer et continue de courir. Il se dit qu'il n'est toujours pas assez près. Les envahisseurs l'entourent de plus en plus étroitement, mais il a encore besoin qu'ils se rapprochent davantage pour que le piège fonctionne. Il continue de passer à côté d'eux et d'esquiver leurs attaques, juste pour les attirer plus loin. Leur capitaine s'irrite et exige de savoir pourquoi ces hommes ne parviennent pas à arrêter un gamin de niveau 4. Il dit qu'ils sont tous de niveau 5 et qu'il devrait être impossible pour un joueur de rang inférieur d'esquiver toutes les attaques de ce genre. Un des envahisseurs jette un coup d'œil à sa montre. Le premier scan a été trop rapide pour obtenir toutes les informations. Il scannait donc maintenant avec une montre de gamme supérieure. Il fronce les sourcils et rapporte que, bien qu'il ne puisse pas lire les statistiques totales de John, il peut voir que l'agilité de John est d'environ 30 points. Le capitaine est stupéfait, réalisant que ce chiffre ne devrait pas être possible. Un autre envahisseur soutient que cela doit être une erreur, puisque sa propre agilité au niveau 5 est inférieure à 20 points et qu'il est impossible qu'un débutant de niveau 4 soit plus rapide.
Le capitaine commence à trembler, sachant que les montres de haut rang ne commettent généralement pas ce genre d'erreur, et réalise soudain le vrai danger. Si tous poursuivent quelqu'un avec une agilité aussi élevée, le garçon ne fuit pas dans la panique mais les entraîne. Le capitaine crie à son équipe qu'ils ont été dupés et leur ordonne de s'enfuir immédiatement. Mais il est déjà trop tard. Alors que les envahisseurs commencent à se replier, des éclairs dorés zèbrent le ciel. Yuan est en position et active sa capacité spéciale, séisme. Il frappe le sol si fort que la force soulève les envahisseurs de leurs pieds, les projetant tous en l'air et les laissant impuissants. John remercie intérieurement son vieil ami, tandis qu'il s'entoure d'une énergie crépitante, en demandant à Yuan de lui laisser le reste. Il entame alors son attaque, lançant des pointes de sanglier avec une précision parfaite. Les envahisseurs tombent à terre les uns après les autres et meurent l'un après l'autre. Toute l'escouade ennemie est anéantie presque instantanément, exactement comme prévu. Yuan a du mal à croire ce qu'il vient de voir. Il fixe John et se demande quel genre de monstre terrifiant son ami est devenu. Le système indique que John a tué 5 envahisseurs de niveau 5, et après les avoir pillés, il gagne 2000 points d'expérience, suffisant pour atteindre le niveau le plus élevé possible dans la zone des débutants. John atteint le niveau 5 et se rend compte qu'à partir de maintenant, la quantité d'expérience qu'il peut récupérer sur les ennemis sera doublée pour les niveaux d'explorateurs supérieurs. Sui est stupéfaite, disant qu'elle n'a jamais vu ça, et quand Yuan demande s'ils vont encore se renforcer, John explique qu'il a laissé 4 ennemis à moitié vivants exprès. Ces survivants affaiblis sont là pour que Yuan et Sui les achèvent, afin qu'ils gagnent leur propre expérience. Il explique que, plus tôt, il a dû tuer la plupart des ennemis lui-même pour monter rapidement en niveau et les protéger, mais qu'à présent il a suffisamment progressé. Une fois que tout le monde aura suffisamment de points, ils se dirigeront vers la ligne d'arrivée, et Yuan et Sui sont enthousiastes car c'est enfin leur tour d'évoluer. Alors qu'ils traversent la forêt à la recherche de nouveaux ennemis pour faire monter l'équipe en niveau, John dit aux autres de rester vigilants. Il dit qu'il reste encore de nombreux monstres sur le chemin vers la fin de l'épreuve et que, plus ils s'en approchent, plus ces monstres deviennent forts et effrayants, avec même la possibilité qu'un boss final attende dans la zone des débutants. Un rugissement secoue toute la forêt, faisant sursauter les 3 d'entre eux. Ils suivent la source du bruit et trouvent 2 monstres au visage humain mort. Leurs corps sont déchiquetés et lourdement mutilés. Sui reconnaît les cadavres et Yuan demande nerveusement quel genre de créature peut être assez forte pour faire ça à des monstres de ce niveau. Curieux, John active sa compétence œil fantôme pour aiguiser sa vue et se focaliser sur la zone. Il remarque une faible lueur dorée au loin. Il se rend compte que quelque chose enveloppé d'une énergie dorée est ce qui a tué ces 2 monstres. Sui est perplexe et intrigué, mais avant que l'un d'eux puisse en dire plus, quelque chose attaque. Une décharge d'énergie jaillit de derrière eux. Yuan ne voit pas l'attaque venir, continuant à parler avec peur et demandant ce qui a bien pu faire ça. La décharge d'énergie les atteint tous les deux, lui et Sui, les projetant en arrière. Juste après, l'assaillant se jette sur John. Yuan se remet péniblement sur pied et lance un cri d'avertissement, disant que quoi que ce soit semble suffisamment puissant pour tuer sur le coup. La créature fonce sur John, qui ne prend même pas la peine de se défendre. Les autres sont choqués. Mais au lieu d'être tués, John saisit simplement l'assaillant. Ils peuvent maintenant voir ce que c'est. Ce n'est pas une bête géante mais un hamster doré. Yuan et Sui sont stupéfaits. John la saisit comme si de rien n'était et dit calmement que la petite créature n'est pas du tout rapide, l'appelant un gros rat. Le hamster se met en colère, disant qu'on ne l'a attrapé que parce qu'il n'était pas attentif et affirmant qu'il est en réalité très rapide. Pour le prouver, John fait quelque chose d'inattendu et le lâche. Le hamster s'entoure d'une énergie dorée, prend de la vitesse en tournoyant et fonce à nouveau pour attaquer le débutant. Yuan crie, paniqué, demandant pourquoi John le relâche et lui rappelant que cette même créature vient de tuer 2 monstres au visage humain. John tend simplement la main et attrape de nouveau le hamster, encore plus facilement cette fois et sans aucun effort. Puis il jette le hamster au sol et dit qu'il est encore trop lent pour lui. Pour en faire la démonstration, il commence négligemment à se lancer le hamster d'une main à l'autre en l'air, ne lui laissant même pas la moindre chance de s'échapper. Sui et Yuan restent bouche bée, incapables de comprendre comment John a pu devenir aussi fort si vite. À ce stade, John tient une créature qui vient de détruire 2 monstres au visage humain, et cette créature n'arrive même pas à se libérer. Tenant le hamster capturé, John dit qu'il semble que la petite bête ne va plus fuir, tandis que Yuan, abasourdi, n'arrête pas de répéter que ce que John vient de faire est incroyable. John dit qu'il ne sait pas si ce petit rat peut être apprivoisé et transformé en compagnon de combat, mais quoi qu'il en soit, il devrait quand même récupérer les corps des monstres au visage humain. Il fait aussi remarquer que ses coéquipiers sont presque niveau 4, il devrait donc se dépêcher et gagner plus d'expérience, tandis que Sui regarde le hamster et dit qu'il est très mignon. Yuan se sent de nouveau découragé, car, comparé à tout cela, ses aptitudes martiales lui paraissent maintenant ordinaires. Ailleurs dans la zone des débutants, un autre jeune homme se promène nonchalamment dans la forêt. Il est détendu et satisfait d'avoir enfin atteint la fin du jugement des débutants. Devant lui se trouve la ligne d'arrivée, la ville de Sheno. Il gravit le long escalier menant aux portes.
Lorsqu'il atteint le sommet, la gigantesque porte de la ville s'ouvre et des soldats sortent pour l'accueillir. Ils l'accueillent en tant que nouveau explorateur de Phantom Star et lui disent qu'ils seront ses guides. Leur chef, un soldat nommé Chatao, pose une main sur l'épaule du jeune homme et lui dit que la première place a déjà été prise, mais que le classement n'est pas tout, puisque réussir l'épreuve est déjà un excellent résultat pour un nouveau venu. Le jeune homme dit qu'il comprend qu'il n'est pas le premier arrivé, mais il ouvre fièrement son inventaire pour montrer combien de corps de monstres il a collecté et à quel niveau il est. Les soldats sont impressionnés, car le classement dans l'épreuve des débutants est basé sur des points et les corps de monstres rares peuvent être échangés contre beaucoup de points. Et Chatao demande comment il a réussi à tuer autant de monstres. Le jeune homme rit et balaie cela d'un revers de main. Il explique qu'il est le deuxième jeune maître de la famille Hua Yuan et qu'il deviendra bientôt un membre au placé de la guilde Xuanwu. Il dit avoir reçu un entraînement spécial avant même d'entrer dans Phantom Star. Chatao réalise alors qui est ce jeune homme. La famille Hua Yuan est liée à l'une des 10 meilleures guildes de Sheno, et les soldats le félicitent, disant qu'avec autant de points, il se classe parmi les meilleurs de la ville. Le jeune homme réagit à peine, car il considère que la première place de cette épreuve n'est que le début. Avec un sourire confiant et presque cruel, il dit que, avec le temps, il prendra le contrôle de l'ensemble de Phantom Star. Pendant ce temps, au plus profond de la zone débutant, John et son équipe continuent à chasser pour que tous les trois montent de niveau. John remarque que quelque chose cloche, puisqu'ils n'ont pas rencontré de monstres depuis un moment. Il suppose que peut-être les monstres restent à l'écart à cause du hamster, qui semble apprécier Sui. Soudain, un rugissement retentit à travers les arbres. Des griffes acérées scintillent dans l'obscurité. De plus en plus d'ennemis apparaissent. En un instant, le groupe se retrouve entouré par une meute entière de loups sans ombre. Parmi eux se dresse un monstre différent des autres, ses griffes brillant d'une aura mortelle. Le boss de la zone débutant, le roi loup sans ombre, prêt à tuer tout humain se trouvant devant lui. John comprend enfin pourquoi il n'avait vu aucun monstre. Il s'était involontairement aventuré directement dans le territoire du boss. Les loups forment un cercle serré autour des trois explorateurs. Yuan est terrifié et dit avoir entendu que le roi loup est une créature qui n'a jamais été tuée dans la zone des débutants, et que quiconque le rencontre est pratiquement condamné. John serre son arme et tremble, sachant qu'il pourrait probablement s'échapper seul s'il courait maintenant, mais Sui et Yuan n'en seraient pas capables. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul choix. Ils doivent se battre, et John dit aux autres que fuir n'est plus possible et qu'ils tueront le roi loup ensemble. Il se précipite sur le boss avec sa lance. Yuan bondit et utilise son pouvoir séisme pour frapper le sol et distraire les autres loups. John continue d'avancer sans ralentir, tandis que Yuan s'écrase au sol et fissure le terrain autour d'eux. Sui est également déterminé et renforce l'arme de John en l'enduisant de poison. John lui demande de le soutenir, puis, donnant tout ce qu'il a, il lance sa lance contre le roi loup. En donnant tout ce qu'il a, le héros tente de conclure le combat contre le boss de la zone des débutants en une seule attaque, lançant sa lance de toutes ses forces contre le roi loup sans ombre. Mais quelque chose d'inattendu se produit. La lance rebondit sur l'épaisse peau du loup sans causer de dégâts réels. Les trois coéquipiers ressentent une vague de peur. Le roi loup rugit. Toute la meute répond à cet ordre et fonce à l'attaque. Et bien que les loups soient des monstres de niveau inférieur, ils deviennent beaucoup plus dangereux lorsqu'ils sont commandés par une intelligence supérieure. Ils attaquent Sui et Yuan, infligent des coups, et Yuan crie en demandant s'il y a un autre plan, car ils sont en train d'être submergés. John réfléchit rapidement, sachant que la défense du roi loup est extrêmement élevée et qu'il ne peut pas tuer tous les loups environnants à la fois pour protéger ses coéquipiers. Au milieu du chaos, quelque chose d'autre se produit. Le hamster doré, qui dormait dans la capuche de John, se réveille, regarde autour de lui d'un air agacé, comprend la situation et reproche au loup d'avoir dérangé son repos. Tandis que John se bat encore pour sa vie, le hamster s'embrase d'une puissance dorée. Il bondit hors de sa capuche, traverse l'air à grande vitesse et crée des ondes de choc en se déplaçant. Puis, d'un seul élan, le hamster transperce directement la poitrine du roi loup. John est stupéfait, réalisant que tandis qu'il n'avait pas réussi à traverser la peau du boss, cette petite créature vient de la perforer. Pour confirmer, John active œil fantôme, l'aptitude de concentration qui aiguise sa vision. Il regarde la blessure et voit clairement qu'elle est réelle, réalisant que le hamster a ouvert un point faible et qu'ils peuvent gagner. Son premier lancer de lance a échoué parce que la défense naturelle du boss était trop élevée, mais avec une blessure exposée, c'est différent. John prend une des épines de sanglier sauvage et la lance comme un projectile, l'entourant d'une énergie crépitante. Le projectile file et frappe directement la blessure ouverte dans la poitrine du roi loup, et cette fois le boss réagit, il est blessé. John comprend que sa méthode fonctionne et qu'il peut continuer à utiliser l'œil fantôme pour verrouiller la même blessure et répéter l'attaque, mais alors quelque chose d'encore plus incroyable se produit. Le projectile éclate d'une lumière intense. Contre toute attente, le super critique ultra rare de John s'active, multipliant ses dégâts par 200. Aucun de ses coéquipiers ne comprend ce qu'il voit. Yuan n'a vu qu'un seul coup, puis le boss a commencé à tomber. John est lui-même surpris. Le système annonce qu'il a vaincu le boss de la zone des débutants.
Bien qu'il ait prévu d'allonger la bataille pour reprendre progressivement le contrôle, la chance a déclenché un coup critique multipliant ses dégâts par 200 qui a tué le boss sur le coup. Et il réalise aussi que c'est la première fois que son super critique s'active depuis qu'il a acquis sa profession cachée. Avec le roi loup mort, le reste de la meute panique et tente de fuir sans l'ordre de leur chef. Et John demande si ses coéquipiers peuvent encore se battre. Yuan et Sui répondent tous deux oui. John se précipite en avant, disant que sans le roi loup, ce ne sont plus des chasseurs mais de simples proies. Yuan et Sui pensent à tout ce que les loups leur ont fait. La peur, la douleur, les blessures. Ils décident de ne laisser s'échapper aucune des bêtes. Les trois explorateurs attaquent ensemble, et cette fois le combat est différent. Yuan et Sui ne sont plus impuissants. Ils déchirent la meute avec assurance. Ils parviennent à tuer des loups sans demander à John d'être protégé à chaque instant. Au bout de quelques minutes de combat, c'est fini. Le groupe a complètement anéanti toute la meute, et ces soi-disant débutants ont non seulement survécu à la zone des débutants, mais aussi vaincu le boss final. C'est quelque chose que presque personne ne peut faire, et John explique qu'il a délibérément laissé certains loups affaiblis pour que Yuan et Sui puissent les achever et gagner de l'expérience, après quoi Yuan demande ce qu'il doit faire ensuite. Maintenant que tout le monde a assez d'expérience pour monter de niveau, leur prochaine étape est simple. Ils se dirigeront vers la ligne d'arrivée. Le temps passe, et le groupe atteint enfin la frontière de Sheno City, la principale place forte de leur pays à l'intérieur de Phantom Star. Alors qu'ils entrent dans la zone, le hamster saute hors de la capuche de John et tente de s'enfuir, et Sui craint immédiatement qu'il ne parte. John lui dit de ne pas s'inquiéter, expliquant qu'il n'a jamais eu l'intention de le piéger et que, puisque le hamster les a aidés à survivre au boss final, il est libre de faire ce qu'il veut maintenant. L'équipe entre ensuite dans la salle d'accueil finale de l'épreuve des débutants. Un officier nommé Chatao les félicite d'avoir réussi l'épreuve, et lorsque John demande à voir le classement des nouveaux arrivants, Chatao accepte. Avant que la liste ne soit affichée, un autre jeune homme s'avance avec un sourire suffisant. C'est le riche débutant qui est arrivé en ville plus tôt. Il dit qu'il ne s'attendait pas à voir quelqu'un issu de la classe des domestiques de sa famille entrer dans Phantom Star et survivre aussi longtemps, puis propose de montrer le classement à John. John est légèrement surpris de voir ce garçon, Wang Wei, déjà ici. Le garçon riche consulte le classement, se proclame fièrement premier et se moque de l'équipe de John, les traitant de charognards qui se sont d'une manière ou d'une autre hissés jusqu'ici. D'autres partisans se joignent à lui, insultant le groupe de John, les traitant de perdants et exigeant de savoir comment ils osent seulement s'informer sur le classement. À l'intérieur, John se souvient de son passé avec ce garçon et de la façon dont sa sœur a travaillé chez les Wang juste pour économiser afin qu'il puisse entrer à Phantom Star. Il se rappelle comment ce même garçon riche harcelait sa sœur et comment il a utilisé le frère malade de John pour les humilier tous les deux. Yuan s'avance, en colère, et dit à Wang Wei de se taire, mais John l'arrête et dit que ce n'est pas grave. Il présente des excuses aux autres dans la salle pour la perturbation et déclare calmement que les classements vont de toute façon changer, ajoutant que son équipe prendra les 3 premières places. Pendant un instant, toute la salle tombe dans le silence. Puis le garçon riche et ses acolytes éclatent de rire, disant que John est en train de rêver. John se tourne vers ses amis et dit qu'ils n'ont plus besoin de faire semblant. Sui acquiesce. Yuan active son dispositif de poignet et annonce qu'il est prêt. Les trois s'avancent et affichent publiquement leurs inventaires au système de classement. Les intimidateurs restent bouche bée, incapables de croire ce qu'ils voient. Tous ces cadavres de monstres, et pas seulement des monstres faibles, mais des spécimens rares, sont entre les mains de seulement 3 débutants. Wang Wei est stupéfait. Il voit non seulement des monstres au visage humain dans leur inventaire, mais aussi des loups sans ombre. Puis il remarque autre chose et panique en apercevant le roi loup sans ombre, déclarant que cela ne peut pas être réel et exigeant de savoir comment un groupe de bons à rien n'a pu tuer le boss final de la zone de débutants. John ne se donne pas la peine de répondre et affirme que le classement leur montrera ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. À cet instant, une notification système apparaît tandis que les classements commencent à se mettre à jour en temps réel. Les chiffres changent alors que l'équipe de John prend les 3 premières places, forçant le riche garçon arrogant à affronter la vérité. Ce n'est pas tout, car le groupe de John possède plus que de simples cadavres de monstres. Ils exposent également plusieurs dispositifs portés au poignet, des montres prises aux envahisseurs du PIL. L'un des responsables présents dans la salle les reconnaît immédiatement. Quelqu'un dans la foule s'exclame que c'est impossible, affirmant que des débutants ne peuvent pas vaincre des envahisseurs et faisant remarquer qu'aucun d'entre eux n'a jamais vu un envahisseur en personne, donc l'équipe de John doit mentir. Il exige bruyamment que les dirigeants disqualifient ces prétendus tricheurs, et d'autres commencent à le suivre tandis que des voix jalouses se répandent dans la foule, affirmant que ce que fait le groupe de John est une fraude et qu'il devrait être puni, poussant la salle à se retourner contre eux. Puis une nouvelle voix intervient lorsqu'un homme s'avance et confirme qu'il y avait des envahisseurs et que John Kai et ses coéquipiers les ont vraiment vaincus. Il dit que l'armée est déjà au courant et que ses supérieurs lui ont ordonné de féliciter publiquement John Kai, se présentant comme Lu Jun, vice-commandant de la division militaire. Les jaloux se taisent lorsqu'ils comprennent qu'il s'agit d'une reconnaissance officielle et que le groupe ne ment pas. Le vice-commandant Lu Jun annonce ensuite les récompenses,
en déclarant qu'en raison de ce qu'ils ont accompli dans la zone des débutants, avoir vaincu les envahisseurs, protégé la frontière et survécu, leur compensation sera augmentée. Il explique que les explorateurs classés 2e et 3e recevront chacun un équipement de classe A. Il annonce ensuite que John Kai, arrivé premier, recevra un équipement de classe S. John, Sui et Yuan sont ravis. Tous les autres dans la salle sont stupéfaits, réalisant que ces débutants vont commencer avec un équipement de haut niveau. L'histoire fait maintenant une pause pour expliquer les rangs d'équipement dans Phantom Star, où le matériel est classé du rang F, le plus bas, puis D, C, B et A, le rang S étant le plus élevé. Les équipements de classe B et C sont déjà considérés comme très bons, tandis que les classes A et S sont ce dont rêve tout explorateur sérieux. Le garçon jaloux ne le supporte pas. Il a fini 4e après la mise à jour, et il ne peut pas l'accepter. Il crie qu'il doit y avoir une erreur, affirmant que, puisque John vient d'une famille pauvre, il ne devrait pas être possible qu'il soit meilleur. John lui dit de se calmer, affirmant que l'armée a déjà confirmé la vérité et avertissant que si ce garçon continue d'insulter sa famille, la situation dégénérera. Le garçon jaloux s'énerve encore davantage, hurlant que la famille de John ne vaut rien, se moquant de la sœur de John en la réduisant à une simple servante tout en raillant son frère malade. Il prétend que John n'est personne et qu'une personne comme lui ne devrait pas oser répliquer. C'est à ce moment que John cesse de se retenir et agit avant que quiconque ne puisse réagir. Le garçon jaloux tente d'attaquer, mais il n'en a jamais l'occasion. John est bien plus rapide. Une profonde entaille traverse la poitrine du jeune homme, et du sang jaillit. La plupart des personnes dans la pièce ne voient même pas ce qui s'est passé. C'était trop rapide, et même les amis de John restent stupéfaits. Le vice-commandant se retourne et demande si John vient d'attaquer Wang Wei, le garçon jaloux. Quelqu'un dans le hall rappelle nerveusement à tout le monde que la famille de Wang Wei appartient à l'une des 10 principales guildes du pays, et pourtant John vient de l'entailler. Wang Wei, en sang et tremblant, tente de le menacer, demandant à John s'il comprend ce qu'il a fait et le mettant en garde contre les conséquences. John répond froidement qu'une ordure comme lui, qui menace sa famille, mérite pire, et qu'il se fiche de qui est Wang Wei. Wang Wei se rend compte d'une chose à cet instant. Ce n'est pas un monde paisible, mais un monde qui ressemble déjà à un champ de bataille, où la famille est tout ce qu'il reste à la plupart des gens, et si quelqu'un menace cela, il est inutile d'essayer de négocier. John s'avance vers lui, pas à pas. Personne ne l'arrête. John dit qu'il n'hésitera jamais à défendre les personnes qui comptent pour lui, déclarant que quiconque mettra en danger sa sœur ou son frère doit se préparer à mourir et à être oublié. Wang Wei craque, hurlant et pleurant comme un enfant. Dans le système, une notification apparaît indiquant que le personnage de Wang Wei est mort, et John reçoit 6 points d'expérience pour cela, ce qui est très peu. John fronce les sourcils, pensant que, pour quelqu'un issu d'une famille aussi importante et riche, c'est une quantité décevante d'expérience, même s'il sait qu'il y aura malgré tout des conséquences, puisque la mort dans Phantom Star n'est pas permanente dans le monde réel et que Wang Wei se réveillera sur Terre avec l'influence de sa famille intacte. Pourtant, le commandant militaire observe attentivement et juge que John est imprudent mais aussi puissant, déterminé et loyal, ce qui le satisfait. Le commandant fait taire la salle, déclarant que John a agi en légitime défense et que l'affaire s'arrête là pour le moment, ajoutant qu'il ne veut pas que quiconque en parle davantage. Il se tourne ensuite vers John, Sui et Yuan, leur demandant de le suivre pour recevoir leur récompense. En marchant, Yuan et Sui félicitent John, disant qu'il s'est montré plein d'assurance. Plus tard, sous l'éclat des projecteurs, ils se rassemblent autour du vice-commandant Lu Jun. Il s'excuse de les avoir fait attendre et annonce que l'armée a préparé leurs objets. Il tend la main vers un coffret renforcé, qui s'ouvre d'elle-même et répand une lumière dorée dans la pièce. Sui reçoit d'abord sa récompense, le jade de vitalité, qui est le rêve de tout guérisseur. Il augmente le mental et le physique de 15 points chacun, et accroît également le pouvoir de guérison ainsi que la capacité à fabriquer des potions. Yuan reçoit ensuite sa récompense, une armure de catégorie appelée armure rhinocéros pierre noire. Elle augmente sa défense et sa force de 16 points et réduit les dégâts subis de 16%. C'est maintenant au tour de John. John ouvre son coffret, et ses yeux s'illuminent. À l'intérieur se trouve un ensemble de dagues de lancer finement travaillées, et le système signale que l'objet nécessite une carte d'évaluation avant que ses détails complets puissent être consultés. Le vice-commandant Lu Jun est surpris, car les objets nécessitant des cartes d'évaluation sont très rares et indiquent généralement un équipement d'un rang véritablement supérieur. Heureusement, Lu Jun a une carte d'évaluation en sa possession, et il la donne à John. La carte est absorbée par l'arme. Les données deviennent visibles, révélant que l'arme ajoute 9 points à la force, à la pénétration et à l'agilité, et possède un effet spécial qui augmente la chance de coup critique de John à chaque fois qu'il survit à une rencontre dangereuse, se cumulant jusqu'à un maximum de 90%. Lu Jun pense en silence que cette arme ne peut être pas adaptée à un novice, estimant que les débutants n'infligent pas encore assez de dégâts pour qu'une forte probabilité de critique ait beaucoup d'importance. Un de ses camarades d'armes s'indigne que ce soit injuste pour John et demande s'il ne devrait pas le laisser choisir autre chose. John refuse. Il dit qu'il veut garder les dagues,
convaincus qu'elles sont la meilleure arme qu'il aurait pu recevoir. John sait quelque chose que les officiers ne savent pas. Le talent de sa classe permet à un coup critique d'infliger 200 fois les dégâts normaux. Le revers de la médaille est que sa probabilité d'infliger un coup critique est bien inférieure à celle des joueurs normaux et ne se déclenche que rarement, mais ses dagues changent la donne. Les dagues augmentent son taux de coup critique de 10% à chaque accumulation de cet effet spécial, jusqu'à un maximum de 90%. Cela signifie que cette arme lui est presque parfaitement adaptée. Elle transforme son super critique, risqué et rare, en quelque chose qu'il peut déclencher fréquemment. Il décide donc de la garder sans hésitation. Le vice-commandant Lujun annonce que, puisqu'ils ont officiellement terminé le tutoriel, ils peuvent désormais retourner sur Terre. Il s'approche également de John et le prévient que quelqu'un pourrait bientôt venir après lui disant de faire attention en rentrant chez lui. Après cela, la séance se termine et John et ses amis retournent dans le monde réel. John est excité, ne s'attendant pas à avoir réussi le test pour débutants aussi facilement, et pressé de raconter la nouvelle à son frère et à sa sœur en rentrant chez lui. En arrivant dans son quartier, quelque chose cloche. Plusieurs voitures de luxe sont garées devant sa maison. Il se demande si un voisin s'est soudain enrichi, sort son téléphone, pense à prendre une photo, puis hausse les épaules et entre. Il appelle qu'il est rentré et commence à dire qu'il a réussi son évaluation. Puis il se fige. Il y a des hommes dans son salon qu'il ne reconnaît pas. Un homme est assis confortablement sur son canapé comme s'il était chez lui, tandis que les inconnus disent avoir déjà entendu que le gamin s'en était très bien sorti lors de son évaluation de rookie. John reconnaît alors le chef Wang Da, le frère aîné du garçon que John avait abattu dans Phantom Star. John exige de savoir pourquoi Wang Da est chez lui. Avant qu'il n'ait pu finir, quelque chose de dur frappe l'arrière de sa tête. La porte derrière lui claque. Deux hommes se saisissent de lui et lui immobilisent les bras. Wang Da parle calmement, affirmant que son frère est maintenant dans un mauvais état mental et que c'est la faute de John. Il soutient que c'est leur famille qui est traitée injustement, pas celle de John, et affirme qu'il pourrait maintenir son frère hors ligne pendant un mois s'il le voulait, mais qu'il pourrait maintenir John hors ligne pour toujours. Il lève une matraque en métal et se prépare à l'écraser sur le crâne de John. John est immobilisé et ne peut pas parer. Puis la porte d'entrée est projetée vers l'intérieur avec une force énorme. La porte brisée heurte les deux hommes qui tiennent John et les projette au sol. Même Wang Da perd l'équilibre et tombe, puis, en tentant de se relever, exige de savoir qui vient de l'interrompre. Un homme s'avance et dit qu'il avait conseillé à John d'être prudent en rentrant. Il a l'air agacé et demande pourquoi John n'a pas pris cet avertissement au sérieux. Une femme entre accompagnée d'un homme âgé et présente des documents officiels, ordonnant à tout le monde de ne pas bouger et déclarant qu'il s'agit désormais d'une affaire militaire. L'homme âgé est Wei, le commandant en chef des forces militaires de la ville. Les intrus ne comprennent pas ce qui se passe. Ils étaient venus seulement pour menacer Kai, mais maintenant ils ont accidentellement mis en colère quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Wang Da est choqué et exige de savoir qui est réellement ce gamin et quel genre de passé il a. John se relève lentement après avoir été maintenu au sol. Il a du mal à croire que le commandant en chef des forces militaires de la ville soit personnellement venu chez lui. À cause de ce qu'ils ont fait, les voyous sont arrêtés et emmenés au poste de police. John remercie le commandant Wei de l'avoir sauvé, mais il lui demande aussi pourquoi il est ici. Wei lui dit de ne pas être nerveux, en précisant que John et ses coéquipiers ont été exceptionnels lors du test de Phantom Star. Pendant que John était hors ligne, l'armée avait déjà contacté ses amis et les avait invités à la rejoindre. Wei explique qu'il est venu pour adresser la même invitation à John, puis il soupire et souffle la fumée de sa cigarette. Wei dit ensuite que John a lancé quelque chose de nouveau, qu'une nouvelle profession est apparue grâce à lui, et demande si John comprend ce que cela signifie. Il explique qu'il existe déjà de nombreuses professions sur Phantom Star, et qu'à tous les 20 niveaux un explorateur peut changer de profession, modifiant ainsi la croissance de leurs attributs, parfois rendant les combattants plus forts, parfois moins. La plupart des professions sont inutiles pour l'armée, mais celles-ci recherchent toujours celles qui ont une réelle valeur au combat. Il pense que la profession de John a un potentiel énorme. La femme qui accompagne Wei s'avance vers John. Elle lui demande s'il serait intéressé à rejoindre l'armée et à construire un avenir avec eux. Elle dit qu'ils ne sont pas là pour le forcer et qu'ils connaissent déjà sa situation familiale, puisqu'ils se sont renseignés. Elle ajoute que, s'il rejoint l'armée, celle-ci prendra en charge le traitement de son frère et garantira la sécurité de sa famille. L'offre est très avantageuse, et John se tait, réfléchissant sérieusement. Ils lui disent d'y réfléchir, en précisant que s'il accepte, il peut donner sa réponse demain. Il lui suffit de parler à la femme. Alors qu'ils s'éloignent, John les arrête et s'excuse. Puis il dit qu'il refuse. Wei et la femme semblent tous deux surpris. John explique son refus. Il dit savoir qu'en théorie, rejoindre l'armée est un bon choix pour quelqu'un exerçant un métier de combattant, mais qui ne lui fait pas confiance. Il leur demande de se souvenir de la première apparition de la profession d'ivrogne. À l'époque, l'armée s'y montra très intéressée et apporta son soutien. Mais une fois qu'ils se rendirent compte que la profession d'ivrogne était inutile en combat réel,
ils abandonnèrent cette personne, laissant l'explorateur dans un état misérable. John avoue qu'il ne peut pas se permettre d'être aussi négligent. Il dit qu'il fera déménager sa famille hors de ce quartier pour se mettre hors de portée de la famille Wang, et que sa famille a toujours survécu en se protégeant elle-même, pas en dépendant de la protection d'autrui. La femme répond que ce n'est pas seulement une affaire le concernant, affirmant que l'humanité a besoin de personnes fortes et que sa profession pourrait aider tout le monde. John dit qu'il ne cherche pas à être noble, seulement qu'il tient à garder sa propre famille en sécurité. La femme continue d'essayer de le convaincre, mais le commandant Well l'interrompt en disant qu'il comprend la position de John. Il dit qu'une personne ne peut pas changer toute sa vie en seulement quelques jours et souligne que le frère de John n'a plus beaucoup de temps. De plus, dit Way, se battre constamment n'est pas un avenir très intéressant dans un monde comme celui-ci. Way propose alors quelque chose à John, lui disant que l'armée le protégera pendant un mois, durant lequel il doit gagner suffisamment d'argent pour payer l'opération de son frère. S'il y parvient seul, il pourra rester libre, mais s'il ne parvient pas à réunir l'argent à temps, l'armée paiera l'opération, et John devra alors s'engager. John reste là, silencieux, à réfléchir. Après un instant, il esquisse un petit sourire et accepte le pari. Il dit que s'il perd, il tiendra sa parole. Une fois cela réglé, il n'y a pas une seconde à perdre. Il doit retourner à Phantom Star et commencer à gagner de l'argent. Avant de partir, il enregistre un message pour son frère, disant qu'il retourne à Phantom Star et qu'ils ne peuvent plus rester dans le même quartier. Ils doivent déménager pour leur propre sécurité. Il promet de revenir avec suffisamment d'argent. Il se reconnecte ensuite à Phantom Star. Maintenant qu'il a de nouveaux vêtements et une inscription officielle, il peut enfin chasser des monstres pour de véritables gains. Mais d'abord, il doit s'inscrire dans une guilde. Les débutants doivent rejoindre des équipes car chasser seul est dangereux. Les guildes existent pour aider les nouveaux explorateurs à survivre. Il se demande quelle guilde l'acceptera. Au comptoir d'enregistrement, une femme le salue et demande s'il est John. Puis elle lui annonce une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, il ne peut rejoindre aucune guilde. Parce qu'il a offensé la famille Wang, il a été mis sur liste noire. Aucune guilde ne l'acceptera. Cela signifie qu'il devra agir seul. Toujours dans la zone sûre, il regarde autour de lui et voit de nombreux autres débutants sans guilde. Il se demande si son voyage n'est pas déjà terminé avant même d'avoir commencé. Puis quelqu'un s'approche de lui. Une fille lui demande s'il ne sait pas où chasser des monstres, expliquant qu'elle lit l'avenir et peut lui indiquer le meilleur endroit pour chasser contre 100 pièces. Elle se présente comme Yuan, niveau 29. John la regarde et ne la croit pas. Il commence à s'éloigner et s'excuse, disant qu'il est essentiellement athée, mais elle insiste et lui propose une consultation gratuite. Elle lui assure que cela ne lui coûtera rien et plaisante en disant qu'il n'est pas trop tard pour devenir superstitieux. Sans trop y réfléchir, John accepte. La fille en fait un test. Un étrange panneau devant elle se met à luire d'une lumière dorée. Elle chante en silence et se concentre. Après sa lecture, elle lui dit que sa situation est dangereuse pour l'instant, mais qu'il y a une solution s'il agit le premier. Elle lui dit d'aller dans la vallée des rois. La diseuse de bonne aventure a raison, John est surveillé. Dans la zone sûre, personne n'a le droit de l'attaquer ouvertement, mais dès qu'il quittera la zone, des chasseurs pourraient l'attendre. Normalement, les novices commencent leur chasse dans un endroit appelé les plaines de cendres, mais elle dit qu'il y a probablement déjà un assassin qui l'y attend. Une autre zone possible est le pic de la victoire, destiné aux joueurs de niveau supérieur à 15. S'il y va maintenant, il pourrait mourir instantanément, mais la vallée des rois est prévue pour les joueurs de niveau supérieur à 10. C'est encore dangereux, mais elle croit que cette zone est sa meilleure chance. Elle dit qu'il ne devrait y avoir aucun piège pour lui là-bas et ajoute que, s'il doit faire les choses seul, qu'il en soit ainsi. John la remercie pour le conseil et part pour la vallée des rois. Elle le regarde partir et fronce les sourcils, ayant supposé qu'il irait avec une équipe. Elle pensait que sa lecture signifiait qu'il devrait s'y rendre en groupe. Partir seul pourrait être un suicide, et elle espère au moins qu'il reviendra vivant et ne lui en voudra pas plus tard. John arrive dans la vallée des rois. Il se demande si les monstres ici sont aussi puissants que les rumeurs le disent. Un rugissement violent secoue les feuilles, et il se retourne pour apercevoir du mouvement dans les arbres. Une mâchoire massive remplie de dents acérées se referme. Un énorme gorille noir fracasse un groupe de joueurs comme s'il n'était rien. La créature est un monstre de niveau 11. Les joueurs qui le combattent sont des explorateurs de niveau 10. Ils s'efforcent de tenir leur position et croient que, s'ils continuent à pousser, ils peuvent l'abattre. Le combat est féroce. John observe depuis sa cachette tandis que les deux camps, les humains et le monstre, se révèlent être puissants. Il se demande silencieusement s'il pourrait faire face à une telle chose seul. Alors qu'il réfléchit, il perçoit une étrange odeur, l'odeur des bêtes. Il regarde autour de lui et réalise que plusieurs gorilles l'ont déjà repéré. Il recule juste à temps, son dispositif au poignet affichant un avertissement de danger imminent. Le plus faible des gorilles proches de lui est de niveau 12. Pendant ce temps, les explorateurs de niveau 10 au loin peinent encore contre un gorille de niveau 11. Ils luttent avec difficulté mais parviennent finalement à le vaincre sans perdre personne.
Un membre de leur équipe est enthousiaste et dit qu'ils vont s'en vanter. Leur capitaine est d'accord. Puis ils entendent quelque chose d'autre. Ils se tournent et voient ce qui se passe dans la direction de John, remarquant enfin que plusieurs gorilles de niveau 12 poursuivent un explorateur solitaire. John réalise qu'il a dû pénétrer sur leur territoire et les avoir provoqués. L'autre équipe fixe la scène et se demande si elle doit l'aider. Mais leur capitaine dit que s'ils essaient d'intervenir, ils mourront tous ici. Il ordonne à son équipe de fuir au plus vite. Alors qu'ils regardent de loin, quelque chose d'incroyable se produit. L'un des gorilles de niveau 12 s'effondre. Les nouvelles dagues de John étaient l'arme parfaite. Après seulement 5 attaques, l'une d'elles inflige un énorme coup critique et la bête s'effondre. L'autre équipe reste bouche bée. Le garçon qu'ils venaient de voir semer une meute de monstres a tué un gorille encore plus fort que celui qu'ils avaient à peine réussi à vaincre ensemble. John continue d'avancer, fuyant les gorilles restants mais sans panique. En fait, il est confiant. Il croit pouvoir les tuer aussi. Il vise le gorille suivant et frappe de nouveau. Un autre corps tombe, ne laissant plus qu'un seul gorille. John a infligé un coup critique en un seul lancer cette fois, et le monstre s'effondre. Les spectateurs restent sans voix. Un tel résultat serait difficile même pour une équipe plus nombreuse que la leur, pourtant le garçon l'a fait seul. John marque une pause, haletant, et admet pour lui-même que c'était encore plus difficile que prévu. Il baisse les yeux. Il possède maintenant 3 cartes de cadavres de gorilles. Preuve des éliminations qui peuvent être échangées contre de l'argent, et se sent plus certain de pouvoir accomplir ce travail seul. Il continue de s'enfoncer plus profondément dans la vallée. Une fois qu'il est parti, l'autre équipe commence à se disputer. L'un d'eux dit qu'ils auraient dû se présenter et tenter de le recruter. Un autre prétend qu'il allait le faire mais que quelqu'un l'en a empêché. Mais en vérité, aucun d'eux n'a réellement fait un pas pour aider John. Dans une autre partie du terrain de chasse, quelque chose d'autre se passe en même temps. Un groupe de personnes se rassemble dans les vastes plaines, l'air tendu. C'est l'escouade faucon de la famille Wang. Chaque membre de cette escouade est de niveau 20. Cela signifie qu'ils sont bien au-dessus des débutants normaux, et ils attendent tous l'apparition de John. Ils encerclent une femme et la pressent de leur dire où elle l'a vu pour la dernière fois. L'escouade faucon dit être là pour venger l'honneur de la famille Wang, que John a insulté en la traitant de déchet, et ordonne à la femme de leur dire où le trouver. La femme dit que le garçon est allé à la vallée des rois et qu'on peut probablement le trouver là-bas. Ils la repoussent et disent que si elle ment, ils reviendront la chercher. Cette escouade des faucons est réputée comme le groupe le plus fort de la famille Wang pour les joueurs de niveau inférieur à 20. John est en réel danger s'il le rattrape. Mais en partant, la fille sourit pour elle-même. Elle pense que les impolis ne méritent pas la vérité. Alors elle leur a dit ce qu'ils voulaient entendre, mais leur a secrètement lu l'avenir, persuadé qu'en pourchassant John ils marchent en réalité vers leur propre mort. Après une journée complète de chasse, John atteint le niveau 6. La rumeur dit que les corps de gorilles valent cher car ils sont extrêmement difficiles à récupérer. S'il continue à chasser ainsi, payer le traitement de son frère ne posera pas de problème. Tandis qu'il y pense, un autre groupe s'approche de lui. Il lui demande s'il veut se joindre à eux pour une chasse. Ils sont nombreux. En tout, ils forment 3 équipes complètes. Ils disent que s'il les rejoint, il pourra gagner une part du butin que laissent tomber les gorilles. John répond honnêtement, disant qu'il n'a pas d'équipe de chasse et qu'il travaille seul. Le jeune homme qui les mène insiste, disant qu'ils n'ont besoin que d'une personne de plus. Il explique que la vallée des rois est pleine de falaises et de pics, et qu'au sommet de l'un de ces pics un groupe de personnes est déjà rassemblé. Il indique du doigt et montre à John ce qu'il regarde. En contrebas se trouve un coffre au trésor d'élite. Il dit qu'il surveille ce coffre depuis un moment, il est gardé par des gorilles d'élite, bien plus puissants que les gorilles normaux. Il dit qu'ils ont besoin que John serve d'appât. John distraira l'un des gorilles d'élite et l'éloignera pendant que les 3 équipes s'occupent des autres et prennent le trésor. Et ensuite John recevra une part de la récompense. Il signale aussi que les coffres au trésor d'élite ont tendance à contenir des objets rares, parfois même meilleurs que ceux obtenus sur les monstres ordinaires. John y réfléchit et comprend ce qu'est vraiment ce plan. Ils ne s'attendent pas à ce qu'ils reviennent vivants. Mais à ce stade, il est déjà impliqué. Il décide d'aller jusqu'au bout. Il lance l'opération. Tous se placent selon le plan. Les gorilles d'élite remarquent les intrus. Le chef des chasseurs fait signe que l'opération a commencé. John est celui qui doit attirer l'un des gorilles d'élite. Il entre en action. Il frappe le premier gorille et capte son attention, l'éloignant du groupe et le conduisant loin des autres. Le chef des équipes de chasse est satisfait. John fait exactement ce qu'il voulait, attirant seul un gorille d'élite et devenant l'appât. Le chef s'attend à ce que John meure, ce qui signifie une personne de moins avec qui partager le trésor. Les autres équipes se battent à mort pour le butin, tandis que les attaques du gorille d'élite sont brutales. John sait qu'il prend un risque énorme en courant seul ainsi, car un gorille d'élite est bien plus fort qu'un gorille normal. Un explorateur ordinaire serait déjà mort, mais John n'est pas un explorateur ordinaire. Il lance ses poignards sur la bête. Chaque lancer touche parfaitement. Le gorille d'élite vacille et s'effondre finalement au sol, mort. Un gorille d'élite de niveau 15 n'est toujours pas de taille face aux dégâts critiques de John. La situation change maintenant.
c'est au tour de John d'utiliser les autres explorateurs. Dehors, les 3 équipes sont engagées dans un combat contre les autres gorilles d'élite, peinant à les contenir. Même au complet, elles parviennent à peine à survivre. Leur chef n'arrête pas de hurler qu'il respecte le plan, essayant désespérément de maintenir la situation sous contrôle. John, pendant ce temps, se déplace discrètement. Il lui suffit de faire quelques pas pour trouver ce qu'il est venu chercher. Le voilà, le coffre au trésor d'élite, et parvenir jusque-là a été plus facile que prévu. Il a suffi de tuer le premier gorille d'élite qui gardait l'entrée, mais alors qu'il tend la main vers le coffre, un rugissement explose depuis l'intérieur de la caverne. De la salive chaude dégouline sur son épaule, venant d'au-dessus. Un autre gorille se trouvait déjà dans la caverne, veillant sur le trésor. Il tombe avec fureur et manque de l'écraser. Celui-ci est différent. C'est un gorille d'élite de niveau 20 dont les autres équipes n'avaient aucune idée, et contrairement aux autres, celui-ci est réellement dangereux pour lui. Le gorille se positionne pour bloquer entièrement la sortie de son corps. Il n'y a plus d'issue maintenant. C'est tuer ou mourir. John attaque le premier, lançant ses dagues. Mais cette fois, elles sont inefficaces. Elles ne percent pas la peau du monstre. Même frapper ses yeux ne sert à rien. Le système l'explique, la défense du gorille est de 23 points. Les attaques normales de John ne peuvent pas atteindre ce chiffre, et même si ses dagues ignorent 9 points de défense, cela reste insuffisant. Pendant qu'il réfléchit, le gorille charge. John est frappé violemment et projeté contre la paroi de la grotte. Son corps heurte la roche, une douleur explose en lui tandis qu'il lutte pour se redresser et comprendre ce qui vient de se passer. La différence entre eux est trop grande, il est dépassé, mais malgré tout il refuse de mourir ici. S'il meurt maintenant, il ne pourra pas retourner à Phantom Star pendant tout un mois, ce qui signifie qu'il ne pourra pas gagner d'argent. Et s'il ne peut pas gagner d'argent dans un mois, il rompra son accord avec le commandant Wei et se verra forcé de dépendre entièrement de l'armée, perdant sa liberté, ce qu'il ne peut pas accepter. Sa vision commence à se brouiller, son corps s'affaiblit, et il sent qu'il glisse. Puis, dans son esprit, un souvenir surgit. Il entend une voix lui dire de rester éveillé, puis il voit son frère. Dans le souvenir, son frère aîné court en le portant. Le monde qui les entoure est en ruine. Il se trouve dans une ville en ruine, son frère faisant tout son possible pour le porter, le maintenir éveillé et le conduire en sécurité. Un souvenir d'il y a 10 ans, lorsque leur foyer est devenu une zone de guerre. John pense à ce moment, se remémorant comment son frère a continué malgré l'effondrement de tout ce qui les entourait. Il se souvient de la façon dont son frère et sa sœur l'ont sauvé, et il refuse d'abandonner. Il ramène l'un de ses poignards dans sa main. Une énergie se répand dans son corps tandis qu'il se force à bouger. Il ne mourra pas sur le sol de cette grotte. Hors de la mémoire, dans la grotte, le gorille d'élite de niveau 20 se penche, puis il l'avale. Le monstre relève la tête, satisfait, croyant que le combat est terminé. Mais quelque chose d'autre se passe à l'intérieur. Un instant plus tard, le visage du gorille se tord et il pousse un horrible cri. Sa tête explose en morceaux et en sang. Son corps tombe comme une pierre, et la créature géante gît morte. John est blessé, épuisé et couvert de sang, mais vivant. Il a compris que la peau extérieure du gorille était trop résistante, mais que sa bouche l'était moins. Comme pour le roi loup, l'extérieur était trop protégé, mais l'intérieur ne l'était pas, il a donc tué de l'intérieur. Maintenant le coffre d'élite est à lui. Il est faible, mais le trésor lui appartient. Près d'une heure plus tard, les autres équipes à l'extérieur parviennent enfin à tuer les gorilles d'élite restants. Ils applaudissent et se réjouissent, affirmant que le garçon qui en a attiré un à l'écart est probablement mort maintenant. Ce qui veut dire une personne de moins pour partager le butin. Ils entrent alors dans la grotte pour prendre le trésor. Mais lorsqu'ils entrent, ils se figent. La grotte est vide, et le coffre d'élite a disparu. Le capitaine se met à crier de colère, disant que le coffre était censé être là. Quelqu'un d'autre dit qu'il a vu le garçon courir dans la grotte alors qu'il se battait encore, mais il pensait l'avoir imaginé. Il ne dit rien, car il ne semblait pas possible que le garçon ait survécu. À présent, le groupe se retourne contre leur chef. Ils se plaignent d'être ici depuis des jours, que leur salaire est en retard, et que maintenant le trésor a disparu parce qu'on les a dupés. Pendant ce temps, dans une autre partie de la vallée, John se repose. Il se dit que ces gens doivent probablement le maudire en ce moment, et il hausse les épaules. Il ouvre l'écran de son système et regarde le coffre au trésor qu'il a pris, qu'il n'a toujours pas ouvert. Puis il ouvre le coffre, et peut à peine respirer. Le coffre est rempli d'objets de valeur, de minéraux rares et d'équipements. L'argent qu'il peut tirer de cela est bien supérieur à ce qu'il obtiendrait en se contentant de vendre des cadavres de monstres. Mais un autre objet dans le coffre se distingue encore davantage. Il y a une autre pièce d'équipement à l'intérieur, une paire de gants. Il les enfile. Chaque gant porte un petit emblème de feu. Il ne sait pas encore s'ils sont destinés à l'attaque ou à la défense. Mais au moment où il les porte, il se sent plus léger et plus fort. Il sent son corps devenir plus rapide. Il pense que sa force et son agilité se sont toutes deux améliorées et décide de les tester. Il lance ses dagues et, tandis qu'elles volent, des flammes apparaissent autour d'elle dans les airs.
C'est sûrement l'effet des gants. Sur Phantom Star, il existe de nombreux types de flammes. Certaines extrêmement mortelles, d'autres presque inutiles. Les flammes normales sont faibles. Le feu ordinaire sert généralement seulement à allumer un feu de camp ou à cuisiner et n'est pas considéré comme une véritable arme. Ainsi, John pense que ces gants sont peut-être uniquement utilitaires. Avant qu'il n'ait pu achever sa pensée, la forêt tremble. Une puissante force s'abat sur le sol tout près, tandis qu'un bras gigantesque s'écrase dans la terre. Il se tourne et les voit, 4 gorilles élémentaires d'élite. Il se demande si l'un d'eux a été touché par un de ces lancers d'essai, ou s'ils l'ont simplement senti. Dans les deux cas, les 4 le fixent désormais directement. Même un seul de ses ennemis représente un énorme problème. Mais en affronter 4 à la fois pourrait être impossible. Il reprend la même astuce qu'avant, viser la bouche, et lance une dague à bout portant vers la mâchoire ouverte. Mais cette fois, le gorille est prêt. Il referme la bouche avant l'impact, et la dague rebondit. Le système affiche le résultat, 0 dégâts. John comprend que c'est mauvais. Ils ont déjà appris son schéma et savent protéger leurs points faibles. Il s'enfuit. Dans son état actuel, même s'il parvient à viser l'intérieur de la bouche de l'un d'eux, il est impossible qu'il gère les 4 en même temps, il pourrait mourir ici. Puis il remarque quelque chose d'étrange. L'un des gorilles commence soudainement à perdre des points de vie alors que son corps prend feu. Il ne voit pas ce qui a déclenché l'incendie, mais les flammes se propagent sur son corps. Puis la barre de vie d'un autre gorille diminue, puis celle d'un autre encore. La perte de points de vie ne cesse d'augmenter. L'un d'eux prend entièrement feu, et sa barre de vie chute de 2000 points en un instant. Le feu se propage de façon incontrôlable, et les gorilles élémentaires paniquent. Les flammes continuent de se propager, et bien que les gorilles tentent de fuir, ils sont déjà en feu. John reste figé, peinant à comprendre ce qu'il voit. Il ne sait même pas comment le feu saute d'une cible à l'autre. Une petite étincelle atterrit sur le pelage de la poitrine d'un des gorilles. Le gorille frappe les flammes, mais il est déjà trop tard. Son bras prend feu, puis ses épaules, et bientôt tout le haut de son corps. Maintenant, les 3 gorilles restants sont en flammes. John regarde le dernier d'entre eux commencer à tomber, toujours perplexe. Il ne comprend pas comment le feu est devenu si puissant si vite. Il avait commencé comme un feu normal, et pourtant maintenant il ressemble à quelque chose de totalement différent. Puis les flammes s'estompent, laissant les 4 immenses corps au sol, complètement morts. Une chose devient claire, il a vu les dégâts grimper. Au début, le feu causait environ 10 points, mais en quelques secondes ils ont atteint 2000, soit multipliés par 2 cents. Il réalise la vérité. Les gants créent le feu, mais plus encore, son talent spécial permet aux dégâts de se multiplier par 200 et de se propager d'un monstre à l'autre. Le feu ressemble à une flamme ordinaire, mais il n'est pas normal si on ne peut pas y résister. S'ils ne peuvent pas supporter la chaleur, elle devient fatale en quelques secondes. Avec ses gants, il peut infliger 2000 points de dégâts par seconde à des groupes d'ennemis. Ce qui fait que peu importe s'il ne peut pas percer la défense extérieure d'un monstre, il peut simplement les brûler jusqu'à la mort. Pour les gorilles, c'est une catastrophe. La pire nuit de leur histoire, alors que le feu remplissait la vallée et que rien ne pouvait l'arrêter. Personne n'avait jamais brûlé des gorilles d'élite comme ça. Ils ne pouvaient que courir et crier tandis que le feu les consumait comme un buisson sec. Après cela, John marche à découvert dans la vallée, sans peur. Dans un rayon de 10 miles autour de lui, il ne reste rien que d'autres explorateurs puissent récupérer. À l'aube du 2e jour, des cendres couvraient toute la zone. C'était incroyablement rentable, car il avait chassé des dizaines de gorilles. Il passe au niveau 8. Grâce aux gants, tout ce qui est en dessous du niveau 20 ne peut désormais résister à ces dégâts de zone. En plus, il a récupéré 10 coffres d'élite et un tas de cadavres de monstres. Il va gagner beaucoup d'argent. Il lève les yeux vers le ciel et se sent un peu seul. Ses amis lui manquent. Il ne sait pas exactement comment ils vont en ce moment, mais il suppose que, depuis qu'ils ont rejoint l'armée, ils vont probablement bien. De retour dans la vallée des rois, ses anciens compagnons sont frustrés. Ils ne trouvent presque plus aucun gorille. Quelqu'un les a éliminés. L'un d'eux dit que sans John, tout est beaucoup plus difficile. Il les aidait à trouver des monstres et à les abattre. Un explorateur expérimenté s'adresse aux novices et leur dit de ne pas se plaindre. Lee, un combattant de niveau 38, dit que la zone est trop dangereuse pour les débutants, ce qui explique pourquoi ils ne trouvent plus de monstres, et ajoute que même avec John, cet endroit resterait risqué. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est continuer à chercher et espérer trouver au moins un gorille survivant. Pourtant, ils l'avouent à voix haute. John leur manque. 3 jours passent, et l'un des explorateurs se plaint que tout ce qu'ils trouvent maintenant ce sont des gorilles ordinaires, qui sont trop faciles pour eux. Il dit que Wang Wei leur a ordonné de se concentrer sur la recherche de John plutôt que de chasser correctement, qualifiant cela de perte de temps et de gâchis de leurs compétences, mais un autre explorateur lui répond d'accepter. Les ordres sont les ordres. Les autres se tournent vers lui et écoutent la suite. Il explique qu'il y a quelques jours, ils ont vu quelque chose d'incroyable dans la vallée des rois. Une seule personne a mis à terre 3 gorilles sans difficulté. L'explorateur arrogant ricane, disant que cela peut impressionner de débutants de bas niveau, mais pas de vrais combattants. Il ne le prend clairement pas au sérieux. Le groupe lui montre une image de John.
Il demande à l'arrogant s'il a vu ce garçon quelque part dans la vallée, et les autres confirment que oui, c'est bien la même personne qu'ils ont vue, celle qui a tué 3 gorilles tout seul. Ils disent qu'il n'était alors qu'un novice de niveau 5. L'arrogant affirme que c'est évidemment un mensonge et jure que, quand ils le trouveront, ils l'écraseront. Mais quelqu'un aperçoit alors John, le voyant quitter la vallée des rois. L'arrogant sourit, John est enfin à proximité. Il rallie son équipe, prêt à mener à bien leur mission. Ailleurs, les anciens partisans de John secouent la tête, se sentant désolés pour les nouveaux venus qui s'apprêtent à lui chercher des noises, totalement inconscients de ce dans quoi il s'engage. À la sortie de la vallée, une foule s'est rassemblée. Les gens sont agacés, il ne reste presque plus de gorilles à chasser. Certains disent qu'un immense incendie les a tous consumés, tandis que d'autres affirment que c'est impossible et qu'aucune personne seule n'aurait pu le faire. À ce stade, John est au niveau 10. Après avoir vaincu tous ces gorilles, il a récupéré 19 coffres d'élite. Puis il entend quelqu'un crier son nom derrière lui et lui dire de s'arrêter. Il se retourne. C'est l'escouade faucon de la famille Wang. Tout le monde aux alentours commence à chuchoter. Ils savent tous que cette escouade appartient à la famille Wang et se demandent ce que John a bien pu faire pour qu'il le traque ainsi. John les regarde et demande si la famille Wang les a vraiment envoyés. Le chef arrogant de l'escouade dégaine son arme, affirmant que John a dû oublier qu'il a insulté pendant le tutoriel pour débutants, et que maintenant toute l'escouade est là pour une seule raison, le tuer. John se prépare. Il leur dit qu'il a agi en légitime défense auparavant, et demande s'ils veulent sérieusement continuer comme ça. Ils répondent qu'ils se fichent de la légitime défense. Ce qui les intéresse, c'est la prime. Alors John décide de ne pas montrer de pitié. Il lance ses dagues. Quelques membres de l'escouade faucon esquivent la première salve. D'autres sont touchés, et au début il rit, disant que les flammes qui lèchent leur peau sont faibles et se moquant de l'idée qu'un peu de feu puisse les blesser. Les spectateurs proches secouent la tête, incapables de croire que quelqu'un utilise ce qui ressemble à un feu ordinaire dans un combat sérieux, et chuchotent que cela n'aura pas d'importance. Ce n'est qu'une question de temps avant que John soit submergé. John regarde l'escouade Falcon et leur demande ce qu'il croit qu'il arrivera si le feu commence à infliger davantage de dégâts. Peu de temps après, le premier membre de l'escouade Falcon commence à perdre des points de vie. Sa santé diminue de 2000 points par seconde alors que des flammes enveloppent tout son corps jusqu'à ce qu'il soit à peine visible. Ses coéquipiers paniquent, tentent d'éteindre le feu, mais rien n'y fait. Ils ne comprennent pas comment une flamme d'apparence si ordinaire peut drainer la vie si rapidement. Les deux autres, qui n'avaient au départ été que légèrement atteints par les flammes, commencent eux aussi à brûler. Bientôt, eux aussi deviennent de véritables pires humaines. Le reste de l'escouade se rend compte trop tard que quelque chose ne va vraiment pas. Avant qu'ils ne puissent réagir, d'autres sont engloutis par les flammes qui se propagent. Le feu les dévore, leur corps se consume tandis qu'ils luttent impuissants pour l'arrêter. Le système confirme ce qui vient de se passer, annonçant que John a complètement anéanti l'escouade Falcon et a volé leurs points d'expérience. Tous ceux qui ont vu le combat sont stupéfaits. Une foule qui s'attendait à ce que John soit tué regarde maintenant les corps d'une escouade d'élite de niveau 20 gisant au sol, mis en pièces par une seule personne. Les spectateurs chuchotent, se demandant qui est ce gamin dangereux. L'un d'eux tente de scanner les informations de John avec un dispositif porté au poignet, mais ne parvient pas à lire tous ces détails. Ils en déduisent qu'il doit s'agir d'une sorte de classe puissante de type feu et qu'il porte un équipement spécial qui bloque la lecture de ses statistiques. John ouvre sa fenêtre de statut et voit qu'il a déjà gagné 2 niveaux supplémentaires après ce court combat. Il demande ensuite au système pourquoi les autres joueurs ne peuvent pas lire ses attributs. Le système lui explique que sa compétence confère de nombreux attributs bonus, rendant impossible pour les joueurs de son niveau de voir l'intégralité de ses données. Il pense que c'est en fait une bonne chose. Cela signifie que les gens ne le prendront pas pour cible immédiatement par peur ou par cupidité. Après cela, John se rend en ville et entre dans une boutique pour vendre ce qu'il a collecté. Il dit à la vendeuse qu'il a des objets à vendre et demande un prix. La femme lève à peine les yeux au début, habituée aux débutants qui viennent vendre de petites bricoles, et d'après son allure simple et grossière, elle suppose qu'il ne possède rien de précieux. Puis il ouvre son inventaire, et ses yeux s'écarquillent. Il lui montre des cartes de gorilles ordinaires, de gorilles d'élite, et d'autres encore. Rien que cela constituerait un butin conséquent. Mais ce n'est pas tout. Il lui montre aussi 19 coffres d'élite qu'il a récupérés dans la vallée des rois. John demande combien tout cela vaut. Pendant un instant, la vendeuse reste simplement bouche bée. Elle n'a pas l'habitude que quelqu'un arrive avec autant de matériel de haut niveau d'un coup. D'habitude, les joueurs lui apportent une carte de cadavre ou un petit objet, mais ce type ressemble à un grossiste. Elle secoue la tête pour se reprendre. Maintenant pleinement réveillée et excitée, elle dit qu'elle calculera elle-même la valeur et qu'elle est la mieux placée dans la boutique pour ce genre de travail. Elle commence à calculer le prix, et le total est élevé. Elle l'explique à voix haute. Les cartes de corps de monstre valent 10 000 pièces, et les coffres au trésor d'élite valent 170 000 pièces, pour un total de 180 000 pièces. Dans Phantom Star, chaque pièce équivaut à 10 unités de monnaie réelle, ce qui porte son total à 1 800 000 en monnaie réelle.
Cela suffit à prendre en charge la santé de son frère. John réalise quelque chose d'important à cet instant. Il l'a fait. Il a déjà gagné suffisamment pour payer l'opération, remportant son pari avec le commandant et s'affranchissant de l'obligation de s'engager dans l'armée. Plus tard, alors qu'il se promène en ville, la voyante l'interpelle. Elle lui rappelle qu'elle lui a fait la consultation de voyance gratuitement plus tôt, souriante et essoufflée, disant qu'elle avait eu raison de l'envoyer dans la vallée des rois. Elle dit que ça a dû très bien se passer, et il confirme calmement que oui, effectivement. Puis elle lui demande une faveur. La jeune fille, Huan, dit que son souhait est de faire partie de son équipe. Elle veut combattre à ses côtés à l'avenir. John se détourne et commence à s'éloigner, lui disant au revoir d'une manière froide et définitive, la laissant en colère et agacé par sa brusquerie. Huan change de sujet et le taquine, disant que c'est toujours l'armée qui décide si une profession est utile ou non, puis ajoutant que s'il aime tant obtenir des choses gratuitement, peut-être veut-il son équipement, en précisant que cela pourrait être sa dernière fois dans le jeu. John marque une pause et demande si elle est vraiment si pauvre, et si elle a déjà renoncé à gagner de l'argent ici. Elle explique son histoire. Elle raconte que lorsque l'armée disait que le métier de voyante était une bonne profession, elle a suivi cette voie. Avant cela, elle appartenait à une autre classe, mais elle dit avoir changé de métier pour devenir voyante parce qu'elle croyait que ce serait rentable. Mais plus tard, l'armée a cessé de le soutenir, et ensuite plus personne ne voulait de voyante dans une équipe. Maintenant elle ne peut plus rejoindre aucun groupe et passe son temps seule dans le jeu, à attendre, à espérer, et à ne faire que lire l'avenir. Elle dit que si elle retourne définitivement sur Terre, rien ne s'améliorera vraiment. En fait, cela pourrait même empirer. Elle devra effectuer un travail physique pénible et ne gagnera presque rien. John dit que c'est horrible, pensant à l'état de son frère et à la façon dont sa santé a commencé à se détériorer à force de surmenage incessant, ajoutant qu'une fille normale ne pourrait pas supporter ce genre de traitement. Huan admet qu'elle ne pourrait pas, mais elle dit aussi qu'elle ne peut pas abandonner, car des frères et sœurs plus jeunes dépendent d'elle, elle ne peut pas simplement disparaître et les laisser sans rien. John reste silencieux un instant, pensant à son propre frère aîné. Les gens ont des rôles différents, mais la pression est la même. Son frère a lui aussi porté toute la famille seule. Son frère voyait en Phantom Star un espoir, mais il y a renoncé pour que John et sa sœur puissent survivre. Huan soupire et dit qu'elle arrête vraiment cette fois, qu'elle ne reviendra plus à Phantom Star. Puis dit au revoir. John lui dit de patienter. Il dit qu'il s'en va pour le moment mais qu'il reviendra, et lui assure que s'ils se revoient, ils formeront enfin une vraie équipe. Huan tremble en entendant cela, ne le croyant pas, et lui demande s'il est sérieux. John affirme qu'il ne ment pas, et ajoute que, s'il mentait, qu'il ne gagnerait plus jamais d'argent. Elle rit un peu, parce qu'elle sait à quel point l'argent compte pour lui. Avant qu'il ne puisse partir, elle bondit en avant et le serre fort dans ses bras, le remerciant pour cette chance. Il essaie de la repousser, et les autres joueurs alentour commencent à les dévisager. John rentre chez lui et annonce la nouvelle à sa famille. Il dit à sa sœur qu'elle n'a plus besoin de travailler et qu'elle peut retourner à l'école. Sa sœur est stupéfaite et demande si l'argent est réel. John lui répond qu'il a gagné dans le jeu Phantom Star. Il se tourne vers son frère et dit que l'opération peut être faite le lendemain, mais son frère aîné a l'air inquiet et dit que ça a dû être très dur là-bas. John lui dit que ce n'est rien comparé à ce que son frère a déjà fait. Il a élevé 2 orphelins et s'est occupé de lui et de leur sœur. John dit que son frère a fait sa part, et que maintenant c'est à lui de prendre soin de la famille. Ils fêtent ça ensemble, évoquant un nouveau départ. Alors que John boit tranquillement, son téléphone vibre. C'est le commandant Wei. Wei lui dit qu'il a perdu le pari et que John est libre, ajoutant qu'il enverra quelqu'un le récupérer plus tard pour lui montrer quelque chose d'important. Il rappelle à John de sortir de la zone de sécurité quand on l'appellera. Après quelque temps, John est conduit dans un endroit en ruine. Il regarde la ville brisée, calcinée et déserte et réalise que c'est l'endroit où il a grandi enfant, désormais détruit et vidé. Il rencontre le commandant en personne. John demande pourquoi il a été amené ici. Avant que Wei ne puisse répondre, le sol tremble. Un énorme impact résonne à travers les bâtiments tandis que des explosions grondent au loin et que l'air se déchire avec violence. John se retourne et le voit. Non loin, une créature massive de la taille d'un petit immeuble est combattue par plusieurs personnes. Une petite équipe de 3 combattants affronte la bête géante sans peur. John demande si ces personnes combattent ce qu'on appelle une bête divine. Le commandant Wei explique que dans Phantom Star, tous les 20 niveaux correspondent à un nouveau palier pour les explorateurs, qu'il existe 6 paliers principaux au total, et que, jusqu'au niveau 80, le pouvoir d'un joueur ne peut être utilisé que dans le jeu. Les combattants poursuivent leur assaut contre la créature. Mais Wei explique ensuite qu'entre les niveaux 81 et 120, quelque chose change. Un éveil se produit, et ces joueurs sont appelés des extraordinaires. Ils peuvent utiliser leur capacité de Phantom Star dans le monde réel, pas seulement dans le jeu. Ce sont eux qui se dressent entre l'humanité et l'extinction. John regarde de nouveau les 3 combattants. Leurs yeux ne montrent aucune peur. Leurs mouvements sont précis et calmes alors que la bataille contre la bête divine se poursuit. Wei dit que ce genre de combat est la seule manière réelle de s'en prendre à une bête divine.
John regarde le combat et ressent à quel point ses joueurs sont puissants. Le commandant Wei lui dit que ce n'est même pas un cas exceptionnel, que c'est juste une bête divine ordinaire. Il explique que pour s'en débarrasser, ils ont déjà perdu 2 transcendants. Cela choque John, qui avait passé la majeure partie de son temps dans des zones sûres où les gens étaient protégés, et qui ne réalise que maintenant à quel point la situation est mauvaise en dehors. Wei dit qu'il n'obligera pas John à rejoindre l'armée. Des éclairs zèbrent le ciel, tandis que le tonnerre gronde au-dessus des ruines. Wei poursuit en disant qu'il a déjà parlé à la famille Wang et leur a demandé de laisser John tranquille, ce qui surprend John. Le commandant est allé jusque-là pour lui. Wei dit qu'il fait confiance à son instinct. Wei dit que son instinct lui souffle que John deviendra une personne forte et qu'il comprend le désir de John de protéger sa sœur et son frère, mais ajoute que si John s'engage dans l'armée maintenant, cela signifierait partir en guerre et laisser sa famille derrière lui. Wei ajoute aussi que chaque personne a sa part de responsabilité. Quelqu'un doit tenir la ligne, sinon il ne restera rien. Et qu'en tant que citoyen de Sheno, c'est son devoir de se battre pour son pays et pour des gens comme John, acceptant pleinement qu'il pourrait bientôt mourir dans ce devoir. Wei dit qu'il ne forcera pas John à s'engager. Mais il dit aussi que, si un jour la ville appelle à l'aide et si John peut répondre, il espère que John se battra pour Sheno. Après s'être reposé quelques jours dans le monde réel, John se reconnecte à Phantom Star. Il réfléchit à ce que le commandant a dit. Il ne s'attendait pas à ce que Wei ait de si grandes attentes à son égard, mais il était maintenant temps de se concentrer sur sa propre survie. Il avait besoin d'ennemis plus coriaces. Les gorilles ne suffisaient plus. Son dispositif au poignet affiche le profil d'un nouveau type de monstre, une banshee fantomatique. La banshee peut tuer d'un seul coup et terrifie ses cibles. On ne peut pas l'endommager au-delà de 10 mètres, et elle est extrêmement dangereuse au corps à corps, ce qui la rend encore pire que les gorilles. John y réfléchit. Il décide que ce n'est pas le genre de monstre qu'il peut affronter seul et qu'il a besoin d'une équipe, alors il part à la recherche de la voyante. Elle dort dans la rue, à côté d'un petit panneau indiquant qu'elle attend le capitaine et qu'on ne doit pas la déranger. John la réveille et lui demande si elle attend vraiment là depuis la dernière fois qu'il s'est connecté. Elle est heureuse et dit qu'elle savait qu'il reviendrait, et John lui répond qu'il tient toujours ses promesses. Elle sourit et dit qu'elle a déjà trouvé quelqu'un qui pourrait leur être utile et que, si cette personne les aide à tuer des monstres, leur équipe sera forte. John ajoute qu'il espère que la personne n'est pas un ivrogne. Le nouvel arrivant se présente comme Ruan, et il est exactement ce que John ne voulait pas, quelqu'un de la classe des ivrognes. Dès que John l'entend, il tente de s'enfuir à toute vitesse. La voyante soupire, se rendant compte que leur capitaine est toujours très pragmatique. Elle tente de défendre Ruan, affirmant qu'il est travailleur et loyal. Le garçon a l'air embarrassé et ne sait pas où regarder. Il dit qu'il sait cuisiner et faire des massages, et que tant qu'il peut faire partie de l'équipe, il ne demandera même pas sa part du paiement. Cette dernière remarque attire l'attention de John. John réagit immédiatement. Il saisit la main de Ruan, la lève comme pour proclamer un champion, et lui dit qu'il savait que Ruan avait du talent. Il dit être heureux de travailler avec lui et déclare qu'en tant que capitaine, il va maintenant emmener Ruan au terrain de chasse où apparaissent les banshées. Ruan demande doucement à la voyante si John est toujours aussi prompt à changer d'avis, et elle répond que oui. Ils partent ensemble. Ils retournent dans la vallée des rois, où apparaissent des banshées d'élite. Une banshée de niveau 20 avance, chassant les joueurs. Quelques explorateurs, à proximité, l'observent de loin. John étudie la banshée et dit qu'elle est puissante, ajoutant qu'une fois révélée, tous ceux qui sont à proximité tenteront de la tuer en même temps, donc il doit faire attention. Il prévient qu'on ne peut l'attaquer qu'au corps à corps, ce qui signifie que la seule façon de gagner est de s'approcher sans être repéré. Il ordonne à son équipe de rester à couvert, silencieuse, et d'attendre une opportunité, puis il entend quelque chose. Il se tourne et dit à Yuan d'arrêter de parler, mais Yuan fronce les sourcils et répond qu'elle ne disait rien du tout. Il leur demande à tous les deux de se taire à nouveau, mais Yuan répète qu'elle n'a pas prononcé un mot. John se retourne et comprend enfin d'où vient le bruit. C'est Ruan, il dort et ronfle bruyamment, criant joyeusement dans son sommeil qu'il boit en l'honneur du capitaine. La banshée les remarque instantanément. Elle flotte vers leur cachette. Lorsqu'elle est suffisamment proche, elle pousse son cri terrifiant. John panique et exige de savoir ce qu'Huan a fait, car la situation tourne mal et l'ivrogne n'aide en rien. Le cri de la banshée les atteint tous, puisqu'ils sont à portée, et ce cri leur inflige la peur. John est submergé, Huan est également affecté, et même Ruan, qui dort toujours, est touché. Les trois acquièrent l'état de peur et restent figés sur place, incapables de trouver un moyen de réagir, de bouger ou de combattre. La banshée s'approche de plus en plus, puis quelque chose de ridicule se produit. Toujours endormi, Ruan marmonne qu'il ne sait pas comment une si belle femme s'est retrouvée devant lui, puis il se jette sur elle. Il percute la banshée avec une telle force que cela ressemble à un plaquage délibéré. Il l'enlace et lui dit, dans ses marmonnements somnolents, que le destin les a réunis et qu'il prendra soin d'elle. Il lui caresse même le visage à moitié endormi et dit que sa peau est lisse et éclatante. Le statut de peur de John et Huan se brise soudainement, et John réalise que le comportement étrange de Ruan a interrompu la première capacité de contrôle de la banshée,
qui est désormais en période de recharge, l'empêchant de réutiliser immédiatement son cri. John comprend immédiatement que c'est leur ouverture. Il ne peut pas laisser passer l'occasion et doit éliminer la banshee maintenant. Quelque chose d'inattendu se produit. Ruan retient la banshee pour l'empêcher d'esquiver, encore à moitié endormie et se comportant comme si elle était sa future épouse. Il s'approche et annonce que dorénavant ils seront mari et femme, et qu'il est sur le point de l'embrasser. Avant que la situation ne s'aggrave davantage pour le monstre, elle explose. Une onde de choc traverse l'air tandis que de la fumée s'élève du centre de l'explosion. Ruan sort de son rêve et se réveille, confus, regardant autour de lui et demandant où est passée sa belle et aimante épouse. John est satisfait, et la voyante est ravie, affirmant que le capitaine a réussi à tuer un monstre d'élite en seulement quelques secondes. Tout le monde n'est pas pour autant heureux. Ruan tombe à genoux, pleurant que son grand amour vient d'être tué par une explosion sous ses yeux, déclarant qu'elle était la femme de sa vie et qu'il ne pourra jamais aimer à nouveau. John demande doucement à la voyante si Ruan est toujours comme ça, et elle explique qu'il appartient à la classe des ivrognes. Quand il boit, il devient comme ça, et dans cet état, son goût pour les femmes est incroyablement mauvais. Elle va récupérer la carte du monstre. Pendant ce temps, John réfléchit à ce qu'il vient de voir. Le cri de la banshee est censé terrifier quiconque l'entend et les paralyser de peur. Mais l'ivrogne se trouvait dans son rayon d'action et non seulement a résisté à l'effet, il a même réussi à l'attraper. John se rend compte que ce n'est pas normal, car d'après ce qu'il sait, la faiblesse de la classe des ivrognes est la perte de contrôle sous l'emprise de l'alcool. Un ivrogne est imprévisible et instable, mais ce même état d'instabilité semble les rendre naturellement résistants à la peur provoquée par les banshées. Si c'est vrai, alors Ruan est parfait pour contrer ce type de monstre. Alors que John réfléchit à tout cela, la voyante revient avec le butin, le coffre de la banshee d'élite. L'expression de John se transforme en un sourire malicieux, et la voyante le remarque. Elle se demande précisément ce qu'il prévoit. Le groupe continue de chasser dans la forêt. Il se déplace vers une autre zone où vivent les banshées, et une autre banshee apparaît en poussant un cri terrifiant. Mais cette fois, John est prêt. Il sait désormais exactement comment combattre ce type d'ennemi. Il regarde Ruan et, tel un dresseur envoyant un animal au combat, il lance son ivrogne droit sur la banshee. La banshee hurle de nouveau et tente de l'effrayer, mais cela ne fonctionne pas. Pour Ruan, elle n'est pas un fantôme terrifiant, mais une belle femme désireuse de son corps fort et séduisant. Toujours rêveur, il lui dit qu'il la veut aussi et qu'il a hâte qu'il se marie. Pendant qu'elle est immobilisée avec lui et ne peut plus utiliser son coup spécial, John en profite pour tirer. Ses dagues fendent l'air et frappent. La banshee explose devant Ruan. Le système confirme que John a éliminé une autre banshee. Toujours perdu dans son fantasme, Ruan a l'air choqué, se tenant la tête et criant de désespoir, exigeant de savoir où sa fiancée est passée et accusant ses coéquipiers d'avoir encore détruit sa femme. Puis il s'effondre face contre terre. John et la voyante ne perdent pas de temps. Avant que Ruan ne reprenne ses esprits, ils se tâtent d'aller trouver la prochaine banshee. Les heures passent, et après environ 3 heures de chasse dans cette zone, Ruan a déjà perdu 11 épouses. Le temps continue de s'écouler, et à la fin de la session, il en a pleuré 23. Chaque banshee qu'il trouvait, il essayait de la réclamer comme son unique amour, et chaque banshee explosait. L'équipe, cependant, en tire un énorme bénéfice. Grâce à Ruan qui distrait toutes les banshées, il récupère de nombreuses récompenses et de nombreux coffres. À la fin, ils ont rassemblé 35 coffres au trésor. Grâce à tous ces combats et pillages, John gagne beaucoup d'expérience, monte 2 niveaux et atteint le niveau 14. Le seul vrai coup est émotionnel. Ruan dit que ses coéquipiers sont 2 bêtes sans cœur qui ne cessent de ruiner ses futures épouses. Ce n'est pas tout ce qu'ils obtiennent. Le groupe trouve également 2 cartes de compétences. Ils examinent la première carte, qui confère une compétence capable de provoquer de fortes pluies. Si l'utilisateur possède une grande puissance mentale et que le terrain est favorable, la pluie peut devenir si intense qu'elle forme même des lacs. Puisque Yuan, la voyante, est déjà de niveau 29 et possède une grande force mentale, John lui donne cette carte. Elle est folle de joie. Jusqu'à présent, sa seule compétence professionnelle était la divination, et c'est sa deuxième véritable aptitude. Pour la première fois, elle a l'impression de ne pas être complètement inutile. Elle s'incline profondément devant lui et déclare que désormais elle le traitera comme un frère aîné pour toujours. John dit qu'elle le mérite et lui donne une légère tape sur la tête pour l'empêcher d'en faire trop. La deuxième carte de compétence est inhabituelle. Elle ne peut être utilisée que par quelqu'un ayant une profession secrète, et une fois activée, elle confère une compétence à usage unique qui disparaît après cette seule utilisation. John décide de la tester immédiatement et l'active. Une nouvelle capacité apparaît. Elle s'appelle Pickpocket Casino. La description indique que tout joueur qui le regarde pendant une demi-heure perdra 1000 points d'attributs, qui seront temporairement transférés à John avant de revenir à leur propriétaire d'origine une fois le temps écoulé. John demande au système si c'est tout, et le système confirme que c'est le cas. Il fronce les sourcils, incapable de croire qu'une chose qui paraît si impressionnante ne dérobe que 1000 points d'attributs à la fois et ne fonctionne que si quelqu'un la regarde aussi longtemps, pensant qu'en pratique cela risque d'être peu utile. Puis Ruan se réveille enfin. Il se tient la tête de douleur,
gémissant qu'il a un mal de tête terrible. La voyante sourit et lui demande s'il se souvient d'avoir perdu 35 épouses la nuit dernière. Peu à peu, des scènes floues lui reviennent. Il se souvient d'avoir volé dans les airs, de s'être jeté sur une femme fantomatique et d'avoir crié son amour éternel. Il réalise ce qu'il a fait et commence à trembler de honte, submergé par une véritable gueule de bois moral. Il vomit en sanglotant. Entre deux sanglots, Ruan s'excuse auprès de John, déclarant qu'il n'a fait que tirer l'équipe vers le bas et que si sa présence pose problème, il est prêt à démissionner et à quitter l'équipe. John ne le laisse pas terminer. Au lieu de cela, John lui tend des vêtements et lui dit autre chose, que le véritable héros de la nuit précédente, c'était Ruan. Il dit à Ruan que, sans la diversion qu'il a provoquée, John aurait pu mourir, et que l'équipement qu'ils ont trouvé lui appartient, le qualifiant de membre important de l'équipe. Ruan tente de refuser, affirmant que le fait qu'on lui permette de rester dans l'équipe est déjà plus que suffisant. John l'interrompt et leur dit à tous les deux la même chose, qu'il ne maltraiterait jamais ses coéquipiers, puis ajoute qu'il a aussi quelque chose pour la voyante. La voyante est choquée, ne s'attendant pas à ce genre de générosité. Elle le regarde avec des yeux brillants, comme si elle observait le personnage principal d'une histoire d'amour. Ruan hoche la tête rapidement et répète bruyamment le même compliment, affirmant que leur capitaine est formidable et bienveillant. Tous deux s'inclinent devant John et promettent de le suivre pour toujours, mais il leur dit d'arrêter de faire cela. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.